Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de QI Basket pour ce second épisode du Five Live. À votre gauche, celui qui a eu la délicatesse de me laisser sa traditionnelle place de présentateur et d'animateur de l'émission, c'est Clément. Comment ça va Clément? Ça va très bien, très content de vous retrouver. Je vous avoue que c'était un peu le stress là, le sprint final était un petit peu tendu, il me manquait plein de choses du côté technique à gérer. Je suis très content d'être là, je suis très content de lancer le Five Live parce qu'il y a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de retours de tous vos 5, donc j'espère qu'on sera autant de monde qu'on a eu de retours. Déjà, je vois qu'on est pas mal nombreux. À votre droite, l'une des 14 personnes en France à s'endormir en espérant rêver de Dylan Brooks, de Santi Aldama et de Desmond Bain, celui qui a le Plus de Dylan Brooks que de Santi Aldama quand même, ouais. C'est Camille. Comment ça va Camille? Bon, ça va très bien, écoute, hein. Deuxième de conf, hein, tout va bien. On va surtout parler défense, donc bon, c'est pas Memphis, mais c'est encore mieux. C'est Alonzo Mourning. Alors, on va simplement rappeler le concept de l'émission très rapidement. Alors, le Five Live, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un concept dans lequel on vous propose surtout de constituer des 5 majeurs en fonction d'une thématique précise. Et pour corser la chose, nous y reviendrons tout à l'heure, on impose des contraintes. Donc, au-delà même de l'aspect ludique de la chose, puisque c'est toujours un petit peu fun de se prendre pour un general manager et de constituer des 5 majeurs cohérents, l'objectif, c'est surtout d'aborder en profondeur un sujet précis et d'y accoler certains joueurs, donc que ce soit des superstars, que ce soit des role-players, que ce soit des spécialistes, et j'en passe. Le résultat de tout cela, le but, l'objectif, c'est de créer une équipe, un 5, optimisée pour la thématique du jour. Alors rappelez-vous, il y a un mois, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre chaîne YouTube, le premier live avait pour thème le All Offensive 5. Il vous était donc demandé de créer un 5 ultime et dédié à l'attaque, en ne prenant compte que des joueurs actuels et avec pour contrainte de n'avoir qu'un seul MVP. Donc vous ne pouviez pas mettre Kevin Durant et Stephen Curry dans la même équipe, et 2 All-Stars maximum. Aujourd'hui, le parquet penche toujours d'un seul côté du terrain, mais nous allons traiter de la défense, puisque le thème du jour, c'est le All Defensive 5. Donc, inutile d'espérer marquer des points, l'objectif c'est surtout de faire passer une soirée cauchemardesque à l'adversaire. Et pour cela, nous avons également imposé 3 contraintes cumulatives et différentes. Messieurs, puisque c'est vous qui les avez définies, ces contraintes, peut-être que vous pouvez les présenter? Ouais, la première, elle est un peu particulière parce qu'il y a 2 choses en fait, et il y a une qui est un peu plus implicite. Alors d'abord les joueurs actuels, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du passé ou de l'histoire, alors qu'avec Vincent, bon, on aime à traiter le sujet dans d'autres formats, on en parlera à la fin du live dans le quart d'heure promo. Mais donc on s'occupe que des joueurs en activité. Et à côté de ça, par rapport à tout ce qui est blessure et santé, on prend en compte sur une fourchette un petit peu large d'1 ou 2 années pour ne pas se pénaliser, pour ne pas enlever des noms qui sont blessés temporairement ou quoi. C'est le premier gros critère. Le second critère, du coup, c'est un seul D-boy par équipe. Donc tu peux pas avoir Rudy Gobert et Kawhi Leonard, Rudy Gobert et Giannis, ainsi de suite. Le but du jeu, en fait, à travers ce live, c'est aussi de faire découvrir d'autres défenseurs. Donc comment dire, c'est pas forcément de mettre les 5 meilleurs défenseurs dans un 5, c'est de proposer une meilleure défense collective. Donc du coup, c'est ce qui permet un peu de se torturer l'esprit. Et le dernier critère. Et enfin, et c'était l'idée de Cam, c'est pour ça que je voulais le présenter pour lui faire un petit SO, c'était de se dire qu'on allait prendre qu'un seul joueur par équipe, ce qui en fait, plus que l'intérêt ludique tout de suite de prime abord, peut poser problème si vous vouliez faire votre shopping dans des grosses teams défensives, typiquement le Miami Heat par exemple. Vous devriez choisir donc entre Bam Adebayo, entre Jimmy Butler, etc. Enfin, vous avez dû choisir en tout cas parce qu'on a déjà eu vos retours. Voilà, l'idée c'était d'avoir une petite difficulté supplémentaire sans forcément brider non plus trop. Voilà. Effectivement. Alors, juste avant de se lancer dans le grand bain et de commencer, nous tenions quand même à faire les remerciements d'usage, puisque pour ce All Defensive 5, vous avez été quand même 157 à nous proposer votre équipe. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait sur Twitter, vous pouvez toujours le faire là dans le chat, bien évidemment. Pour ne rien vous cacher, on pensait que le thème allait moins fédéré, moins mobilisé que celui des meilleures attaques. Donc autant vous dire que nous sommes plantés et très largement. Donc merci beaucoup pour votre participation. Et un merci spécial également à Quentin, qui a compulsé l'ensemble de vos équipes, qui en a fait des tableaux, des statistiques et des données que nous allons réutiliser aujourd'hui.
Et donc merci beaucoup Quentin, et c'est surtout grâce à lui qu'on va réussir, je n'en doute pas, à faire un live particulièrement qualitatif. Alors, pour commencer, en douceur, Camille, peut-être que tu pourrais nous rappeler la liste des défenseurs de l'année qui étaient sélectionnables dans les 5 pour ce All Defensive 5. Ça marche, on va faire du plus ancien au plus récent. Donc, tu as Dwight Howard, donc 2009, 2010, 2011. Kawhi 2015-2016, Draymond Green 2017, Rudy Gobert 2018, 2019, 2021 et Giannis Antetokounmpo 2020. Effectivement, donc 5 joueurs qui étaient sélectionnables en tant que DPOY. Alors, sans trahir de secret, certains n'en ont pas sélectionné du tout. Mais il n'en demeure pas moins que seulement 4 d'entre eux ont obtenu des suffrages et nous pouvons les classer dans des tiers différents. C'est-à-dire que Giannis Antetokounmpo trône un petit peu tout seul puisqu'il a obtenu 54 voix. Donc il est présent dans 54 équipes sur les 157, c'est-à-dire un petit peu plus d'une fois sur 3. Dans les tiers 2, Rudy Gobert est également tout seul puisqu'il a obtenu 44 voix. Et dans les tiers 3, on retrouve à la fois Draymond Green qui a été cité à 29 reprises et Kawhi Leonard qui a obtenu 25 mentions. Donc peut-être, avant de passer à la suite, qu'on pourrait, Clément, rappeler les joueurs qui ont obtenu le plus de voix en tout et pour tout. Ouais, et puis mieux que les rappeler, je vais faire une petite transition dans le live pour pouvoir afficher tout simplement le 5 du public. Voilà, vous devez normalement l'avoir sous les yeux. En 5, donc, vous allez voir avec une égalité à la 5e place d'ailleurs. En premier, on les a mis dans l'ordre à peu près, hein, vous le voyez sur le graphisme. En premier, qui trône vraiment largement devant tout le monde, c'est Ben Simmons, qui a récolté le plus de voix avec 81 occurrences dans vos 5. C'est celui qui fait partie de la moitié des 5 proposés, plus de 50%, donc c'est assez énorme, et on voit que son absence n'a absolument pas fait chuter sa cote de popularité en termes de défense en tout cas. Ensuite, on voit aussi que les positions sont en grande partie respectées avec à peu près le meilleur défenseur à son poste, et notamment Jrue Holiday, mais on va y revenir. Michael Bridges est le second joueur qui arrive avec le plus d'occurrences avec 76. Ensuite, un autre tiers, on a Matisse Thybulle et Jrue Holiday avec 64 et 61 occurrences respectivement. Et enfin, on arrive à l'égalité à la 5e position entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Je sais que ça fera plaisir à certains fans du Heat qui menaçaient de signaler à la chaîne, donc vous avez bien fait de mettre Bam aussi haut, avec 54 occurrences pour les deux. Voilà, ça nous fait on a fait un petit graphisme 5 du public du coup dans l'ordre de ces votes-là, et on verra après. De toute façon, on va revenir sur le fait que il y a plusieurs apprentissages à ce niveau-là, notamment que globalement les positions ont été assez respectées, c'est-à-dire qu'on retrouve les postes classiques tels qu'on peut les envisager: meneur, arrière, ailier fort, pivot. Vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses à dire sur les ailiers, les pivots. Et enfin, je pense qu'on peut passer directement à ton 5 à toi, Vincent, puisque en plus d'avoir respecté les positions telles qu'on peut les entendre classiquement, tu retrouves pas mal de joueurs du public, toi aussi. Oui, effectivement, alors ça doit être mon côté universitaire et non pas mon côté alsacien, comme certains le suggéreront immanquablement dans le chat. Mais j'ai procédé effectivement poste par poste, c'est-à-dire que dans mon 5, j'ai un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Donc au poste de meneur, j'ai sélectionné Jrue Holiday. Pour l'accompagner sur le backcourt, j'ai pris Matisse Thybulle, Michael Bridges pour compléter les postes extérieurs, Maxi Kleber au poste 4 et Rudy Gobert au poste de pivot. Alors, pour sélectionner et pour faire cette équipe, j'ai fonctionné par étapes globalement. Et ma première étape, ça a été de sélectionner mon DPOY, parce que finalement, je me disais que ce serait la pierre angulaire, l'encre, le joueur le plus important de mon équipe. Et finalement, j'ai choisi très, très naturellement de prendre Gobert, et j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps dessus, puisque la période actuelle, et le mois dernier notamment, nous rappelle qu'il est parvenu à faire du Jazz une bonne équipe défensive, alors qu'il n'a pas de bons défenseurs à côté de lui, et même plus que ça, il a certainement des joueurs qui n'ont tout simplement pas envie de défendre. Donc on rappelle, quand Rudy Gobert était absent les 9 matchs à cheval sur les mois de janvier et de février, et le Jazz avait 123 defensive rating, et
c'est cataclysmique, c'était horrible à voir. Donc la seule présence de Rudy Gobert dans une raquette et sur un parquet, c'est un game changer. Et à mon avis, c'est tout simplement, mais alors je suis évidemment ouvert au débat, à mon avis, c'est le meilleur spécialiste défensif de la ligue. Tout simplement. Alors évidemment, quand on a Rudy Gobert dans son 5, ça nous empêche de faire quelque chose, puisque avant tout, c'est un rim protector, un protecteur de cercle, voire pour emprunter la formule de Guillaume de Basket Info qu'on salue, c'est même un protecteur de peinture finalement. Du coup, pour jouer sur ses forces, il faut peut-être abandonner de construire un 5 autour de lui qui pourra switcher sur tout ce qui bouge, parce que finalement, même s'il est capable de le faire, ce n'est pas sa force principale. Or, dans mon raisonnement, quand on a Rudy Gobert dans son effectif, on capitalise à fond sur ses forces et on essaye de bâtir autour de lui. C'est ce que j'ai tenté de faire. Voilà. Pour ma deuxième étape, j'ai sélectionné mes 3 postes extérieurs et du coup, je n'ai pas fait dans l'originalité puisque c'est globalement les extérieurs que tout le monde a sélectionné. Il est vrai que j'avais oublié l'existence de Ben Simmons, mais pour des raisons finalement évidentes. Et d'un autre côté, puisque je ne pouvais de toute façon plus sélectionner Giannis Antetokounmpo, puisque Rudy Gobert est mon depoy, eh bien j'ai fait le choix de sélectionner Jrue Holiday au poste de meneur. Alors pourquoi Jrue Holiday plutôt qu'un autre ? Eh bien parce que c'est un excellent défenseur sur l'homme, il est très bon sur les lignes de passe, puisqu'il a plus ou moins 1,5 interceptions par match en carrière. Il est capable de switcher, il est capable de défendre sur des plus grands que lui. En tout cas, si on considère Ben Simmons comme un poste 4, comme j'ai tendance à le faire, Jrue Holiday, ça me paraît être le choix le plus naturel finalement, quand bien même les supporters de Boston pourraient me soutenir quelque chose d'autre, évidemment. À côté de Jrue Holiday, puisque Matisse Thybulle, maintenant je pense qu'il s'est imposé dans la ligue comme le spécialiste défensif sur les postes extérieurs, à condition évidemment, messieurs, vous me le confirmerez peut-être, de savoir lire son scouting report et de Son seul point faible. Voilà, et de remarquer qu'il saute dans toutes les feintes. Donc cette année, Thybulle, c'est le joueur qui contre le plus de tentatives à 3 points. C'est aussi le joueur qui limite le plus les tireurs adverses dans leur pourcentage à 3 points. Et pour l'illustrer très rapidement, Stephen Curry, quand il était défendu cette année par Matisse Thybulle, donc c'est sur l'ensemble des 2 matchs que Golden State a joué contre Philly, c'est arrivé 15 minutes. Stephen Curry tire à 25% au global. Et derrière l'arc, il tire à 13,3% puisqu'il n'a converti que 2 de ses 15 tentatives. Voilà. Et enfin, pour terminer sur mes postes extérieurs, moi j'ai fait le choix logique de sélectionner Mikal Bridges, puisque je pense que cette saison, derrière Gobert peut-être, et devant Draymond Green qui a raté à mon sens beaucoup trop de matchs, il est peut-être le joueur le mieux placé pour devenir depoy. Donc je profite du fait qu'il ne soit pas encore pour pouvoir le sélectionner. Finalement, si Phoenix est premier de la ligue assez largement et que l'équipe possède l'une des 3 meilleures défenses du pays, c'est peut-être et avant tout parce qu'il y a Mikal Bridges qui est insupportable sur l'homme, insupportable loin du ballon, dans les aides, dans les écrans. Enfin, c'est un petit peu le défenseur par excellence. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou si je continue. Après, on peut juste parler du fait que nous, en off, on se posait la question par rapport à Gobert parce que on a le patron de QI qui en a fait un article et qui a été invité chez Guillaume de Basket Info pour en parler dans le Basket Lab en podcast. Gobert, en fait, la question de le prendre ou pas le prendre, en fait, elle vient du fait qu'il faut adapter ta défense, mais il faut adapter ta défense parce qu'à Utah, en fait, il a 4 plots autour de lui et que le meilleur défenseur, c'était Joe Ingles très récemment avant sa blessure. Donc, en fait, on l'a jamais vu dans un contexte où, du coup, on n'a pas caché ses faiblesses. Donc, ce qui fait que dans ton 5, il y a du sens parce que ça switch de partout et ça permet justement d'éviter les situations où il se retrouve contre des Reggie Jackson qui fait un flotteur, etc. Mais du coup, il reste au poste 4 à développer, si je ne m'abuse. Effectivement, et donc pour le poste 4, j'ai un petit peu prêché pour ma paroisse puisque j'ai choisi Maxi Kleber. Alors bon, ce n'est pas que pour la fantaisie et la vanne, c'est surtout parce que Dallas, et c'est particulièrement inattendu, possède aujourd'hui la 5e défense de la ligue. Et Maxi Kleber, c'est l'un des éléments majeurs de cette excellente défense, à côté peut-être de Dorian Finney-Smith. Alors Kleber, c'est un mec qui fait 2,8 m, qui est très bon dans la protection de cercle. Alors dans mon 5 majeur, c'est peut-être pas utile parce que finalement, la protection du cercle, ce sera le rôle de Rudy Gobert. Mais dans l'hypothèse où Gobert fait face à un stretch 5, Karl Anthony Towns par exemple, la protection de cercle secondaire, si je puis dire, c'est un rôle que pourrait assurer Maxi Kleber. Mais au-delà de ça, c'est aussi un mec qui est capable de défendre sur les joueurs plus petits,
Donc que ce soit sur des switches sur pick and roll, il est capable de garder un petit peu les plus petits et plus rapides. Et c'est lui qui est souvent envoyé en mission contre les meilleurs joueurs adverses. Donc lors des 2 dernières phases de playoff, c'est lui qui était envoyé sur Kawhi Leonard face aux Clippers. Alors bon, évidemment, on n'arrête jamais complètement Kawhi Leonard, mais voilà, je pense que il est capable de faire le lien en fait entre mes extérieurs et leur mobilité et Rudy sa verticalité. Donc je pense que voilà, Maxi Kleber, mais c'est quelqu'un qui faisait finalement sens dans le collectif que j'ai essayé de créer. Ouais, moi je suis assez d'accord, et puis je trouve ça bien de mettre en avant Maxi Kleber, qui est pas du tout reconnu, même globalement, par le grand public. D'ailleurs, on a eu, je crois, une seule occurrence de Maxi Kleber dans tous vos 5, dans vos 157 propositions. Donc ça montre ça, donc c'est toujours bien de mettre un peu le spotlight sur des joueurs plus méconnus. On a quelques petits soucis de lag du côté de... on a 3 connexions, donc ça dépend à chaque fois des connexions de chacun. Mais normalement, on récupère les infos de Vincent, donc des fois ça bug un petit peu, mais ensuite on récupère. Donc j'espère que vous ne nous entraînerez pas trop rigueur. Moi, j'avais une question, Vincent, comme le disait Cam, c'était par rapport au choix de Gobert. On a toujours, alors bien sûr, allez voir le circuit, l'article de Jérémy sur Gobert, et qui montre à quel point il est peut-être aussi mésestimé et sous-estimé. Malgré tout, sur plus de l'attaque de mismatch en playoff par exemple, où on sait que l'idée ça peut être de traquer les mismatchs pour l'équipe adverse, d'amener Rudy au large. C'est quoi un peu ta stratégie dans ce 5-là pour éviter ça ? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors déjà, comme le disait Cam, je pense que déjà, c'est la première fois que Gobert se retrouve entouré de défenseurs, et je me demande si on pourrait véritablement parler de ses faiblesses ou de ses lacunes, même dans des circonstances de play-off, lorsqu'il est entouré de défenseurs comme ça, parce que je sais pas ce que vous en pensez. Mais si déjà on met à Rudy Gobert un ailier capable de suivre son vis-à-vis dans les écrans, ça lui changerait déjà pas mal la vie. Donc, je suis pas tout à fait Exactement. certain qu'avec, entouré comme il l'est dans mon 5, on pointerait du doigt une quelconque faiblesse de Rudy Gobert en play-off. Après, pour ne pas totalement esquiver la question, je pense que quand Rudy Gobert est au large, alors déjà, justement, dans le podcast que Guillaume de Basket Info avait avec Jérémy, ils ont quand même mis en avant que Rudy Gobert était capable de défendre et de limiter les stretch 5, donc on pense surtout à Karl Anthony Towns, puisqu'on ne va pas penser à Kristaps Porzingis, bien évidemment. Mais quand Rudy Gobert est au large, je pense qu'en fait, les joueurs que j'ai à côté sont suffisamment mobiles pour fermer les trous qu'il pourrait y avoir, et Maxi Kleber qui a toujours assuré cette protection au cercle et cette dissuasion. Donc finalement, je pense que même s'il est undersized, puisqu'il fait que 2,08 m, il suffirait largement dans l'exercice. Ouais, moi c'est ce que je voulais venir sur la mobilité à travers les écrans des autres joueurs, des autres de tes joueurs. Et enfin aussi le fait qu'il y a aussi beaucoup de mismatchs qui apparaissent quand on switch, ou quand on est obligé de switcher. Alors bien sûr, il y a des tactiques des équipes pour forcer un petit peu le switch, c'est-à-dire de faire changer les défenseurs de position sur le pick and roll. En fait, on peut aussi ne pas concéder les switches, les switches. Et par rapport à ça, en fait, ça peut être intéressant de voir que bien entouré, ou en tout cas entouré autrement défensivement, le 5 de Vincent, du coup, à l'inverse du Jazz, pourrait refuser le switch, et donc du coup pourrait laisser Gobert à l'intérieur, puisque les autres pourraient naviguer bien mieux à travers les écrans que le personnel du Jazz à l'heure actuelle, ou s'organiser même différemment. Ça peut être une question de rotation aussi. Moi, je vais juste revenir rapidement sur le cas de Maxi Kleber. C'est un des prototypes qui est en NBA de très bons défenseurs dont les stats ne montrent pas son impact. Il y a vraiment aussi Derrick White aussi qui n'est... Derrick White, il fait quelques styles, etc. Mais si tu regardes sa feuille de stats, tu ne t'attends pas en fait, à avoir un défenseur élite, alors que dans les faits, sur le terrain, il l'est à chaque instant. Donc c'est pour ça, je dis ça pour les gens qui découvrent l'NBA très récemment, essayez d'aller au-delà des stats brutes. Fiez-vous aussi à votre instinct et à ce que vous voyez sur le terrain, et aux stats avancées. Mais ça, je regarde pour un peu plus tard. On a un petit focus là-dessus. Effectivement, ne nous spoil. Écoutez, on peut avancer du coup, et puisque j'ai été très orthodoxe et très carré, et que 4 de mes joueurs sont parmi les 7 qui ont été le plus cités dans les 157 équipes proposées par la commu,
On peut peut-être revenir poste par poste sur les joueurs qui pourraient venir faire concurrence à Jrue Holiday, Matisse Thybulle, Michael Bridges ou encore Rudy Gobert. Et alors, on l'a pas précisé, mais évidemment, nous vous remercions si vous avez commencé à suivre la chaîne. Cam, peut-être, tu pourrais nous dire qui sont les autres meneurs qui ont été cités, et si peut-être, selon toi, des oublis, ou si tu as une wild card, par exemple. Donc on a divisé ça en 4 tiers en fait pour donner un peu une hiérarchie par rapport au vote et plus ou moins à la qualité des joueurs. Dans le premier tiers, on a évidemment Jrue Holiday, 48 voix, et Ben Simmons, 46 voix. Bon, Ben Simmons, c'est un peu le cheat code parce que forcément, il peut jouer plusieurs postes. Mais voilà, globalement, on est sur des joueurs qui incarnent tout ce qu'on a dit avant ça, des très forts défenseurs et des joueurs très polyvalents surtout. Dans le second tiers, on a Marcus Smart des Celtics avec 20 voix. Comment dire, à partir du second tiers, on arrive plus sur des joueurs qui ont beaucoup de qualité mais qui ont quelques défauts. Marcus Smart, par exemple, ça va être le cas, c'est son manque d'envergure et de taille, ce qui fait qu'il a que 20 voix, même si ça reste un très très bon défenseur sur l'homme et en off-ball. En tier 3, on a Alex Caruso avec 10 voix. Caruso, il n'a pas tellement de faiblesse dans son jeu, mais c'est juste que c'est un joueur qui est très récent, on va dire, dans l'histoire NBA et qui est, comment dire, qui est assez peu reconnu malheureusement pour la qualité de son travail, notamment pour le front office de Los Angeles, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Et dans le quatrième tiers, c'est la prime à la jeunesse avec Davion Mitchell, 6 voix, et Dejounte Murray, 5 voix. Est-ce qu'il y a des mecs qu'on a pu oublier? Moi, j'aurais pu penser en meneur à D'Anthony Melton. Bon, forcément, ça vient de Memphis, donc je ne suis pas objectif. Même Tyus Jones. Il me spoil no le spoil, no wildcard. spoil. Alors après ça, du coup, on peut passer sur les arrières. Donc pour les arrières, il y a Matisse Thybulle et il y a le reste du monde. Thybulle, c'est 38 voix, c'est le meilleur défenseur à son poste et de très loin, il fait tout très bien. Scouting report ou pas, ça reste un poison pour n'importe quel joueur et n'importe quel type d'attaque en NBA. Dans le second tiers, vous allez retrouver Michael Bridges avec 29 voix et Lou Dort avec 28 voix. Deux défenseurs très différents, un qui est plus agile, un qui est plus costaud. Dans le troisième tiers, on retrouve Jrue Holiday, c'est l'avantage pour jouer plusieurs postes, Marcus Smart et Jimmy Butler avec 9 voix. Ensuite, ce sera au tour de Clément de nous faire la même philosophie avec les ailiers. Il y a un petit focus là-dessus. Ouais, avant ça, peut-être revenir sur les. Donc, tu as cité D'Anthony Melton dont je voulais parler en wildcards en arrière. Je sais qu'il y a une citation, je pense, une occurrence de D'Anthony Melton. C'est ce que nous confirme Tinro dans le chat, alors qu'on voit aussi Anto qui parle de Team Dor. Dor a fait une poussée extraordinaire. Il n'était pas tellement cité le premier soir. Là où on a eu beaucoup de votes, mais alors il s'est totalement rattrapé sur les 2 jours suivants, jeudi et vendredi. Il y a eu beaucoup de popularité sur le Gainsdor après la première soirée de vote. Moi, dans mon 5, j'avais pensé au poste de meneur à des mecs comme Kyle Lowry et Chris Paul, alors qui sont un peu vieux maintenant, hein, mais bon, c'est toujours des valeurs sûres. Bon, je les ai pas mis, mais ça aurait pu être quelque chose. Et puis, tu parlais d'Alex Caruso, mais j'avais aussi pensé à Alonzo, hein, qui a fait un super début de saison avec les Bulls. À ce niveau-là, c'était un peu le duo qui défensivement en fait permettait un plancher aux Bulls assez incroyable et inattendu. Et donc du coup, j'y pensais. Et toujours chez les Bulls, je voulais mettre une petite mention à Ayo Dosunmu, qui est vraiment un meneur très enthousiasmant. Alors après, ça reste un rookie, donc voilà, il y a des choses. Il est peut-être pas encore prêt, mais je voulais le citer pour peut-être un peu de prospective et en termes de futur, ça peut être intéressant. C'est un joueur qui navigue très bien dans les écrans, qui est plutôt bon sur les lignes de passe. Il a bien sûr des limitations, mais c'est à voir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça nous sert aussi un petit peu à ça, là, les wildcards, au-delà de vos votes et de voir quels sont les joueurs les plus populaires, de se dire qu'on peut parler d'autres petits joueurs comme ça. Et puis bon, D'Anthony Melton, tu m'as spoilé mon messieurs, moi, wildcard, alors je sais pas si on pourrait le mettre au poste de meneur ou au poste d'arrière, mais je pensais à Derrick White. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt meneur, je dirais Derrick White, même si après dans le fait à Boston actuellement t'as pas de vrai meneur, mais complètement il est très 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 bon en défense. C'est pas hyper physique, mais il y a une sens du placement, ça lit très bien les lignes de passe, ça se circule très bien derrière les écrans, c'est un vrai poison, clairement pour le coup. Alors que Kyo Arozun, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, excuse-nous, nous dit pas de citation pour Herb Jones. Il y en a eu quelques-unes. On le garde pour la suite. Et no spoil, il fera peut-être partie d'un des 5 du public qu'on citera à la fin de l'émission. Donc, restez avec nous, vous verrez. On a pensé à citer plusieurs autres styles de 5, donc vous pourrez les voir à ce moment-là.
Pour Est-ce que je... l'instant, Herb Jones, pardon, il Vas-y. a eu une citation sur le poste d'arrière, mais effectivement, il en a reçu un petit peu plus sur les postes qu'on n'a pas encore traités. Exactement. Et du coup, bah, je pense qu'on peut passer à la suite justement au poste d'ailier. Donc, avec encore une fois différents tiers, on en a noté 4 sur le poste d'ailier en fonction du nombre d'occurrences de retour dans vos 5. Le premier de très loin, c'est Michael Bridges avec 42 occurrences. Donc il est vraiment au-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que le second, c'est un autre des joueurs qui est le plus cité dans tous vos 5. C'est à nouveau Matisse Thybulle, qui était donc dans le premier tiers en tant qu'arrière et qui se retrouve dans le second tiers en tant qu'ailier. Et enfin, dans le tiers 3 et 4, dans le tiers 3, donc Matisse Thybulle avec 24 voix, 24 occurrences en ailier, je ne sais pas si je l'ai précisé, alors qu'on nous dit chrono 28, Michael Le Dipoy, peut-être, il y a un gros dossier en tout cas pour lui cette année. Et donc du coup, je reprends, en termes d'ailier, le tiers 3, on retrouve Jimmy Butler, Ben Simmons avec 17 voix. Encore une fois, on retrouve Ben Simmons à plusieurs postes, c'est aussi ça qui lui a vraiment permis de briller, je pense, dans cet exercice. Et enfin, pour finir la marche sur tier 3, Kawhi Leonard, donc Deepoy, avec 15 voix à ce poste-là en tout cas, parce qu'il a plus de voix au global, on vous l'a dit plus tôt. Et enfin, tier 4, on retrouve Luguensdorf avec 7 voix et Paul George 6 voix. Est-ce que, messieurs, vous voyez des wildcards, encore une fois, à ce poste que vous auriez aimé citer, qui ont eu que peu d'occurrences, mais dont vous voulez parler? Moi, forcément, j'aurais encore glissé un Homer, j'aurais glissé Dillon Brooks. Parce que très agressif sur le ballon, un peu moins bon défenseur off-ball, mais très vif, très rapide, qui défend très bien sur les meneurs plus rapides que lui, type Stephen Curry, son frère Seth Curry, etc. Un vrai poison. À côté de ça, je m'étais noté PJ Tucker. Bon, c'est un peu plus vieux maintenant, il est vraiment placé en poste 4 à Miami, mais ça reste une valeur défensive et faut pas oublier l'énorme chantier qu'il a fait en playoff l'année dernière, que ce soit contre Durant ou après avec les Suns. Après, on oubliait Paul George. Je sais pas. Je sais Bah, pas. Paul Je sais George pas est comment Paul juger ce George mec. est dans le tiers 4, avec 6 voix. Donc on l'a noté. Voilà. Non, moi je voulais parler de Jared Vanderbilt. Alors on peut en parler au poste suivant en ailier fort, mais je voulais en parler alors déjà parce que drafté par Denver, n'est-ce pas? Donc voilà, Homer On est jusqu'au d'un bout. chauvinisme aujourd'hui, c'est fabuleux. Non, mais qui fait vraiment une super saison à Minnesota, qui commençait déjà à bien se montrer la saison passée, mais qui là vraiment explose d'autant plus comme spécialiste défensif à Minnesota. C'est un poste 3-4, un 4 un peu sous-dimensionné, mais qui est extrêmement bon au rebond parce qu'il est très athlétique, extrêmement mobile. Ça l'aide beaucoup sur les lignes de passe et sur les aides défensives. Et puis sur l'homme, bah, il est avec sa mobilité, son envergure et son timing pour aller contrer, etc. C'est vraiment un joueur extrêmement intéressant qui offensivement est frustre, mais bon, puisque c'est le All Defensive 5, bah, je me devais d'en parler et j'aime beaucoup le joueur et je vous conseille pour ceux qui regardent Minnesota de regarder un petit peu son taf défensif parce que c'est assez intéressant. Vincent, on te laisse la parole soit pour donner la wildcard, soit pour faire la suite si on a déjà cité les joueurs auxquels tu pensais. Alors j'avais aussi une petite wildcard, mais comme toi finalement, je sais pas s'il vaut mieux peut-être il vaut mieux en parler sur le poste d'ailier fort, mais je pensais à un Jonathan Isaac, qui est poissard et Oui, qui a oui. été, qui passe sa vie à être blessé malheureusement, mais qui avant sa blessure il y a 2 saisons, je dirais, était parti clairement sur des bases pour être dans la course, la vraie course au meilleur défenseur de l'année. C'est pareil, c'est quelqu'un qui arrive à défendre sur plusieurs positions, qui est terriblement long et qui parvient et qui a la mobilité suffisante pour contenir les petits et pour ne pas se faire bouger par les gros. Je ne sais pas si vous le mettriez plutôt sur le poste 3 ou sur le poste 4. Une petite mention. Moi, j'aurais plus mis poste 4, un petit peu à l'instar de, on nous cite dans le chat, Kiki et Marvin, O.J. Anunoby, Harrison Barnes. Ça aussi, en fait, il y a beaucoup de profils, on va y revenir, hein, mais il y a beaucoup de profils 3-4 qui peuvent un peu s'intervertir. Et puis on nous disait aussi que notamment pour Matisse Thybulle, il me semble c'était qu'il y avait des personnes dans ça, voilà, c'est Major Style, pardon, je retrouvais la personne qui disait qu'il mettait Thybulle en 3 lui parce que ça lui permettait de faire un duo derrière avec Mitchell et Smart au poste de meneur et derrière Devion Mitchell, hein, j'imagine, parce que Donovan, bon, c'est défensivement c'est pas Oui, toujours, dans les faits, ça rentre parce que Thybulle, il a l'envergure et la taille pour pouvoir jouer 3. Après, pour Isaac, ouais, pareil, moi je le mettrais plus en 4
Après, comment dire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va revenir, parce que ça fait Voilà. 2 ans qu'on l'a Parce pas que vu jouer. moi, c'est ce que j'allais long. dire, c'est que Jonathan Isaac, je le mettrais plutôt à l'infirmerie en fait, moi, plus que. Et c'est un peu le problème globalement des joueurs du Magic. Et puis je dois citer Aaron Gordon, bien évidemment, puisque sinon Jérémy va me bannir de la Nuggets Nation. mais je Fais me gaffe, suis- il va suspendre ton salaire. Messieurs, pour la suite, pour changer un petit peu, je vous propose de faire un petit quiz pour les postes d'ailier fort et de pivot. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez me citer, chacun votre tour, les joueurs qui ont été mentionnés au moins à 5 reprises. Donc, je m'explique. Si un joueur a obtenu 4 mentions pour le poste d'ailier fort et 2 mentions pour le poste de pivot, voilà, il a les 5 mentions en tout et pour tout, donc vous devez le citer. Il y a donc 13 joueurs à trouver et je vous propose de commencer par toi, Camille, puisque les Grizzlies ont un meilleur defensive rating que les Nuggets cette saison. Ouais, meilleure place en conférence Ouest, mais ça, c'est un autre débat. Pardon, plus Oui, sérieusement, calmez-vous quand même. on va pas prendre de risque, on va prendre Bam Adebayo, même s'il joue énormément en pivot, il a quand même cette double étiquette ailier fort pivot. Ouais, alors Bam Adebayo, effectivement, il est deuxième avec 50 voix en tout et pour tout. Alors peut-être que. Gaston Maillot vu derrière. Bah, après, Ouais. après, À ton avis, pardon Clem, à ton Vas-y. avis, est-ce que Adebayo il a été plus mentionné en tant que pivot ou en tant qu'ailier fort? moi j'aurais dit pivot. Effectivement, il a été largement plus mentionné en tant que pivot parce qu'il a obtenu 8 voix en tant qu'ailier fort et 42 en tant que pivot. Oh oui, d'accord. T'es coupé, Clem, pardon. Non, pas de souci. En fait, c'était juste, je me dis, bon, il y a quand même plusieurs joueurs. Je veux dire, au lieu de faire un par un, je pense qu'il y a un panel où on peut avancer vite, dans le sens où Giannis, Bam, du coup, qu'on vient de citer, mais Gobert, Draymond et Kawhi, je pense, il y a des chances pour qu'ils figurent dans ces joueurs-là. Alors Giannis Antetokounmpo, effectivement, premier, donc 51 voix sur les postes d'ailier fort de pivot, 36 pour l'ailier fort, 15 pour le pivot, et 54 voix en tout, puisqu'il a été également mentionné 3 fois sur le poste d'ailier. Ensuite, tu m'as dit Rudy, hein, il me semble. Ouais. Donc Rudy est troisième avec 44 voix, ça on avait un petit peu vendu la mèche. Et Kawhi est 9e avec 9 voix, en tout et pour tout. Et Il vous tous reste au poste donc- 4, j'imagine. Effectivement, tous au poste 4. Il vous reste 9 joueurs à trouver, Et si, messieurs. j'ai dit Draymond aussi, Draymond Green, forcément. Oui, tu as dit Ouais. Draymond. Il est 5e avec 29 voix, 27 sur le poste d'ailier fort et 2 sur le poste de pivot. Il vous reste donc 8 joueurs à trouver. Je dirais Evan Mobley. Cam, Ah, Evan Mobley. ouais, Evan Mobley, 6e avec 20 voix. Alors, à ton avis, plutôt sur le poste d'ailier fort ou plutôt sur le poste de pivot? Je dirais plutôt 4, parce qu'actuellement, il joue avec Jarrett Allen, même si normalement son poste naturel sera plus pivot. Ouais, alors, c'est plus serré que pour Bam Adebayo, mais effectivement, il a été mentionné 13 fois sur le poste d'ailier fort et 7 fois sur le poste de pivot. Clément. moi, je vais me faire le porte-parole du chat. Je vais donner une réponse et une réponse du chat. Je vais donner Embiid pour la mienne. Et il y a It's Fanatic qui nous dit Jarrett Allen, du coup. Alors, Joel Embiid, 7e avec 18 voix en tout, 2 sur le poste d'ailier fort. Alors, j'aimerais bien savoir quel est le pivot associé. J'ai vu un Embiid Gobert. Alors, Oh la vache. Oh, les Twin Towers. Il y a de la viande dans la raquette, là, dans ce cas-là. Et effectivement, donc 16 sur le poste de pivot. Et Jarrett Allen, 5 voix, effectivement, Oh, tout au poste de pivot. Il est donc 10e ex aequo. ah, on a un autre avec 5 voix seulement. Cam, si tu veux Il y faire en a, la suite. il y en a 3 autres avec 5 voix seulement. Je crois que le chat a trouvé, je pense. Alors, je regarde pas le chat justement pour éviter ces galères-là. Ça, c'est une bonne question. Miles Bridges? Non, ça va pas compliqué. Miles Bridges, non. Non. Alors, attends. Il y a eu une voix, Miles Bridges. Voilà. Pourtant, il défend très bien. Il y a, je pense que donc Si je peux vous mettre un petit peu sur la voie. Attends, je vais faire le porte-parole du chat qui a certainement trouvé avant nous. Miles Turner et Anthony Davis. Ah oui, bien Miles- sûr. Ouais, Miles Turner, c'est le dernier en fait qui cumule 5 voix, 2 sur le poste d'ailier fort, 3 sur le poste de pivot. Et Anthony Davis, c'est le 4e, 34 voix en tout. Et alors là, messieurs, de nouveau la même question, plutôt ailier fort ou plutôt pivot? Ah, le débat avec. Plutôt à l'infirmerie. Voilà, merci encore une fois. Ailier fort, moi, je dirais en majorité. Bah moi j'aurais dit justement pivot parce que c'est le poste sur lequel il est le meilleur. Il veut pas y jouer. Il veut pas y jouer. Il veut pas y jouer, effectivement. Il veut pas jouer tout court. Il ne peut pas jouer tout court. Ouais, c'est ça.
34 voix en tout, Anthony Davis, 15 pour le poste de pivot et 19 pour le poste d'ailier fort. Donc les voix étaient assez partagées. Ce n'est pas ça qui nous permettra de trancher le débat. Non. Eh ben écoutez, messieurs, il nous reste encore 3 joueurs à trouver. L'un a 16 voix, les deux autres en ont 5. Et Jared Jackson? Non, Jared Jackson, Non. on a Quoi grillé une wildcard. Je l'ai mis dans ma wildcard. Putain, tu me spoil tout mon truc, Cam, vraiment. Aucune pitié. Paul George en 4. Non, Paul George n'a pas obtenu Il a eu très peu de voix, du coup. de LeBron. votes, ouais. Non, LeBron a obtenu une voix, je crois, en tout et pour tout, et c'est la voix de notre cher Xavier. Vraiment ce fanboy. Hachimura, on nous dit Kiki et Marvin. Hachimura nous dit Kiki et Marvin dans le chat. Hachimura n'est pas dans ce classement. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il a obtenu des voix. Je crois pas. Tucker en 4, PJ Tucker en 4. Ah mais non, on est trop Tucker con. n'est pas dedans. Alors si Non, on est trop con. Est-ce qu'on a cité Ben Simmons? Ben Simmons? Vous n'avez pas cité Ben Simmons. Et voilà. Donc Ben Simmons, 8ème, 16 voix, et l'ensemble des 16 voix, c'était sur le poste d'ailier fort. Oui. Il nous reste deux mecs dont on a... Alors un dont on a déjà très bien parlé, qui n'est pas vraiment à son poste là, et un autre dont on a déjà un petit peu parlé aussi. Mais ce sont plutôt des extérieurs. Hachimura n'a pas obtenu de voix. Plutôt des extérieurs. C'est bien, ce qui est bien, c'est que c'est pas Maxi Kleber. Voilà, c'est Michael Bridges en 4 du coup. Ouais, ce n'est pas Maxi Kleber. Oui, c'est voilà, Hit Fanatic avait vendu la mèche avec pertinence. Oui, Michael Bridges a obtenu 5 voix tout rond pour le poste d'ailier fort. Et voilà, il nous en reste un. Et il a été cité sur le poste d'arrière, je crois. Certains l'ont choisi comme ailier fort. Si vous voulez, je vous donne la réponse. Vas-y, tu peux y aller, je pense. C'est Jimmy Butler qui a obtenu 5 voix aussi pour le poste d'ailier. Au poste 4, ouais, d'accord, effectivement. Ouais. Ça joue small quand même. Hein. Oui, ça c'est small, effectivement. Bon, à part Jared Jackson Jr. dont on peut parler, les mecs, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joueur oublié? Moi, j'avais vu dans le chat, alors j'ai oublié la personne qui l'a mentionné, mais il y avait OG Anunoby, par exemple, auquel je pensais. Qui peut jouer 3 aussi, qui a été un peu cité en 3, je pense. Moi, j'avais pensé à Scotty Barnes, surtout, à l'oublier. Même si c'est très jeune et que l'échantillon n'est pas grand, n'est pas immense en NBA pour l'instant. Tom qui nous disait Siakam aussi pour rester à Toronto. Complètement. Ouais. Alors écoutez, Siakam, il a obtenu exactement 0 voix en tout et pour tout. Oui, ouais, je l'ai jamais vu passer, ouais. Alors que Scotty Barnes, lui, il a obtenu une voix au poste d'ailier fort, et c'est tout. C'est tout. Cam, peut-être, toi qui nous as grillé la priorité sur Jaren Jackson Jr. Bon, après, voilà, supporter de Memphis, bon. J'imagine que c'est quand même toi qui l'as vu le plus jouer. Voilà. Oui, globalement, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il a toujours bien défendu. Par contre, il avait toujours le même problème, c'était les soucis de faute et le manque de densité. L'avantage qu'il a, c'est que il n'a pas forcément pris 20 kilos cet été avec des produits et de la médecine miracle, mais il s'est bien densifié. Et surtout, en fait, il a progressé dans sa gestion des fautes, même si globalement, ça reste un joueur qui va en prendre entre 4 et 5 par match, donc c'est très élevé, surtout dans ces postes-là où tu as besoin d'être propre. Par contre, à côté de ça, c'est un des rares ailiers forts qui peut switch sur beaucoup de postes, qui a une envergure de bras qui est immense, donc il va autant bien couper les passes que faire du second rideau, mettre des gros contres et annihiler une contre-attaque. Et cette saison, il est dans le top 3 des meilleurs bloqueurs de la ligue, avec des sacrés soirs où il en met plus de 5 assez régulièrement en ce moment. Il est meilleur au poste de pivot quand il défend qu'au poste d'ailier fort, parce qu'en fait, au poste de pivot, il est en conclusion défensive, là où justement au poste 4, il est plus en soutien. À côté de ça, c'est très, les intérieurs, c'est une maturation qui est longue globalement. Moi, je le compare souvent à Chris Bosh, parce que Chris Bosh, les premières années, il avait beaucoup de mal à défendre et surtout à s'impliquer au rebond, parce que chétif, dans une époque dans le NBA qui était dominé par les intérieurs, donc il faut être patient, mais ça paye. Et globalement, pour l'intérieur, ça paye au bout de 3-4 ans, et c'est le cas avec Jared Jackson Jr. Vas-y. Après, pour moi, le chantier avec Jared Jackson Jr., c'était surtout les fautes. Et un problème de trop grande agressivité ou alors il sautait trop aussi.
sauter trop tôt et donc du coup prendre beaucoup de fautes un petit peu stupides, ou alors même s'engager un petit peu trop et ne pas freiner et taper les mecs. Vraiment des fautes débiles des fois. Des fautes C'est ça, des débiles. fautes, des fautes simples en fait, des fautes de Et basket après, basique, quoi. il s'améliore petit à petit. Là, en ce moment, je trouve que cette année, il s'améliore pas mal à ce niveau-là. Et en fait, du coup, bah, ça rend sa production bien meilleure parce qu'on peut compter sur lui plus de temps. Parce que tout simplement, il se fait pas expulser au bout du 3e carton, en fait. Et donc, du coup, sa valeur commence à aussi augmenter avec cette amélioration, cette maturation à ce niveau-là. Deux stats, je peux vous poser la question d'ailleurs, parce qu'on dit que Jaren Jackson Jr. Fait moins de fautes, mais est-ce que vous savez quel est le seul joueur de la ligue qui cette saison a fait plus de fautes que lui? La Alors saison comme ça, passée, je pense que j'aurais pu te répondre parce que c'était comment il s'appelait, Hartenstein. Je pense que c'était Hartenstein parce que c'était incroyable. Parce qu'on c'est l'a possible. on l'a Alors eu, cette, mais a- alors cette année, Jaren Jackson Jr., c'est le deuxième joueur qui fait le plus de fautes. Il en a commises 220 depuis le début de la saison. Et il y en a C'est un ça. avec 226. moi je pense Alors que Ah la vache. un indice, c'est un joueur qui a obtenu quelques voix, mais vraiment de manière parcellaire chez nous. Alors, je pense que je l'ai. Il fait partie de la pire défense Ouais, c'est de la lui, ligue. c'est ça, je l'ai. Moi, je l'ai. moi je l'ai, mais c'est grâce à Tom dans le chat. Et Alors, effectivement, j'ai pas accès au live, mais normalement, c'est Jason Tate. Je sais pas si oui, je le prononce bien. c'est Jason Tate qui a fait 226 fautes cette saison, donc qui caracole en tête Bien de ce joué Tom, mauvais bien classement. joué. Et simplement pour alimenter ce que tu disais, Cam, Jaren Jackson Jr., c'est le joueur qui a, alors pas en moyenne, mais que c'est le joueur très largement qui a claqué le plus de contres cette année, C'est puisqu'ça. il en a claqué 141, et Miles Turner est deuxième avec 118. Donc il a sa petite trentaine de contres d'avance sur le suivant. Et à la moyenne, Exactement. il a 1,8 comme Jakob Poeltl et Mo Bamba. Et j'ajouterais, alors j'ai pas la stat du coup exacte en tête, mais j'ajouterais qu'il doit être dans les top 5 ou peut-être un petit peu plus, top 6, 7, 8 des joueurs qui font baisser le plus le pourcentage au tir de leur Ouais, adversaire. exactement. Donc, Il est de tête là, j'ai pas la stat exacte, mais je crois que c'est Gobert, Jackson, Turner. Donc, tu vois, on est globalement sur du rim protector d'élite, quoi. et on a Tyball dans le top 5, je pense, qui est assez intéressant puisque c'est un extérieur. Donc à noter. Il y a Pur. Monsieur Robert Williams 3, troisième du nom aux Celtics. On a Ouais. eu quelques mentions, il me semble. Le Les fameux Celtics- Bill Russell. le fameux. Voilà, les private jokes. Non, Robert Williams, troisième du nom donc aux Celtics. Les Celtics qui font une énorme deuxième partie de saison pour l'instant. Justement en loquant beaucoup plus défensivement. C'est la première équipe au net rating défensif actuellement, donc c'est à pointer du doigt quand même. Et Robert Williams là-dedans est assez intéressant, et notamment ils le mettent un peu plus loin. En fait, ils ont une stratégie qui fait qu'il va moins défendre les pivots adverses, mais il va être mis de côté pour pouvoir pour que l'équipe puisse bénéficier de ses aides qui sont excellentes, et là où il excelle le plus. Donc c'est assez intéressant de voir ça du côté des Celtics. Et puis dans le chat, il y en a un que j'ai pas vu et je suis un peu surpris. Kiki et Marvin nous dit Daniel Gafford, et je suis assez d'accord. Alors, j'ai un peu de mal avec Daniel Gafford parce qu'il a le syndrome John Collins du tu fais une pop fake, il finit en toi. C'est vrai aussi. Mais par contre, c'est sûr que niveau stat brut, ça mérite le coup parce que très bon rébondeur, très bon contreur, gros athlète, mais manque d'expérience et manque de temps de jeu, surtout en ce moment avec le retour de Thomas Bryant. Mais ça se mérite. Et Kiyo Aruz, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, je suis désolé, nous dit Jokic avec un petit clin d'œil. Et encore une fois, je ne spoilerai pas, mais ça fera peut-être partie des 5 que je voudrais montrer à la fin de l'émission. Voilà. Et j'avais juste un dernier nom à vous proposer parce que je l'ai vu passer une ou deux fois en tant que pivot et ça m'a un petit peu surpris et je voulais avoir votre avis. C'est le nom de Clint Capella. Pas sur cette saison en tout cas. Capella, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec sa défense parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il devient un bon défenseur ou qu'il en devient un mauvais. S'il est à 100%, il est très agile, c'est un très bon défenseur de soutien et de conclusion défensive. Cette saison, c'est pas le cas. Il est souvent blessé. Quand il est sur le terrain, c'est pas bon. Et la défense d'Atlanta coule en partie parce que justement, il n'est pas au niveau de l'année dernière.
Et ouais, j'ai vraiment du mal en fait à placer son niveau. Quand il était avec Chris Paul, il défendait très bien. Je sais pas. Je saurais pas comment le placer, clairement. J'ai du mal à évaluer son niveau, autant en attaque qu'en défense. Pour moi, c'est intéressant parce que Clint Capella, pendant très longtemps, il a été cité dans les meilleurs défenseurs de la ligue à Houston, de par, je trouve, son profil en réalité, et aussi le manque de son profil, c'est-à-dire que c'est un pivot qui est extrêmement mobile et qui donc, en fait, peut, dans une configuration où il y a du switch, rester sur les extérieurs, etc. Et donc, du coup, en termes de profil, c'est vachement intéressant. Maintenant, le problème, c'est qu'à Atlanta, bah, ils foutent rien, en fait, en défense, ou alors ils choisissent leur match. Donc du coup, ça devient compliqué et de sortir du lot des joueurs dans ce collectif-là qui, défensivement, bah, ils en foutent pas une ou pas grand-chose. Et donc, dans l'idée absolue de Clint Capella, pourquoi pas, il peut l'être. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec Cam, cette saison, c'est effectivement pas le meilleur défenseur qu'on puisse avoir. Et je pense que c'est surtout, avant tout, dans un système qui peut être intéressant, Clint Capella, de par son profil. Voilà. Eh ben écoutez, tu parles de profil, tu me tends une perche sublime pour la transition, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y a plusieurs joueurs qui ont été cités à plusieurs postes. Et la palme, ça revient à Ben Simmons, qui a été cité au poste de meneur, d'arrière, d'ailier et d'ailier fort. Et Exactement. c'est assez symptomatique, on trouvait de l'évolution qu'on constate un petit peu en NBA, où la notion de poste est de plus en plus délaissée au profit de la notion de rôle. Alors, si vous voulez bien, messieurs, on passe à la suite pour parler des rôles, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Et là, on peut peut-être en placer une pour les collègues de Dunk Hebdo qui en font mention de manière assez fréquente dans leurs excellents podcasts. Et du coup, Cam, je te lance toi d'abord. Est-ce que tu peux nous parler des rôles défensifs, certes, mais individuels un joueur Alors, peut avoir? des rôles défensifs individuels, il y en a beaucoup. On a fait le choix de se restreindre à 5 rôles parce que sinon ça aurait fait un exposé et un cours magistral de 3 heures. Donc, on a choisi ceux qui pour nous sont les plus importants. Point of attack, chaser, helper, perimeter big et anchor big. Donc le premier, le point of attack, c'est pour moi le plus important actuellement en NBA. C'est ce qui fait la différence entre une très bonne défense et une défense mauvaise. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement le défenseur sur le porteur de balle. Ça va souvent être un arrière très agile, qui a de bonnes mains, qui va être capable de circuler entre les écrans et de coller son adversaire. Le but du jeu, en fait, pour le point of attack defender, en fait, c'est de ralentir au maximum la circulation de balle et de créer du turnover. C'est le premier rideau de défense, on va dire, si je dois comparer à un terrain de rugby ou au foot. Cam, À côté de ça, ouais, juste pour que les gens puissent se faire une petite idée, est-ce que tu pourrais illustrer tes explications avec l'exemple d'un joueur, par exemple? Dijon Timber aux Spurs actuellement, D'Anthony Melton à Memphis, Kyle Lowry au Miami Heat et surtout Jrue Holiday qui le fait très 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 bien à Milwaukee. En fait, le point de repère, c'est le premier défenseur. En fait, si tu veux, je te dis une situation, tu prends un tir en attaque, la phase ne marche pas, donc l'équipe adverse se place. C'est le premier défenseur qui va intervenir au moment en fait où la balle passe ta moitié de terrain. À côté de ça, du coup, le chaser, moi, c'est un rôle que j'affectionne énormément. Tony Allen, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas forcément un arrière, mais globalement, c'est souvent ceux qui le font le mieux. Le chaser, en fait, ça va être le défenseur on-ball de ton sac majeur. C'est un très bon défenseur sur l'homme, mais en fait, c'est pas là-dessus que tu vas l'attendre. Tu vas l'attendre dans la capacité à couper les lignes de passe, à empêcher les drives et surtout à empêcher les systèmes on-off-ball. Tout ce qui va être alley-oop, passe en ligne de fond, etc. En fait, ça va être le défenseur de soutien. Au partir du principe que si ton point of attack est dépassé parce que écran, effort individuel de l'attaque, etc., c'est le chaser qui va pouvoir combler temporairement la brèche. Alors là, je dirais Derrick White, encore une fois, bon, au Celtics cette année, mais surtout en défenseur qui, je trouve, est très bon en off-ball, ça va être Gary Harris, vraiment dans cette capacité, et Matisse Thybulle à clac, il y a une brèche, je la colmate. Le troisième, ça va être le chouchou dans sac majeur, donc je vais essayer de pas trop en dire. C'est le défenseur en aide, donc c'est un peu le mix entre le chaser et le point of attack. Là, ça va surtout être un ailier. C'est un défenseur qui est central dans ton système défensif. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui qui va faire le lien entre les deux premiers défenseurs et ta raquette. C'est un défenseur qui va être central dans la capacité en fait à combler les trous, donc à combler les zones de drive, à combler les bigs qui sont en situation de post-up face à un joueur qui est plus petit.
c'est un défenseur de soutien. Ça sera pas forcément pour le coup des défenseurs qui vont faire des énormes stats au style ou au bloc, mais qui par contre vont permettre en fait de trapper la défense adverse, de retourner les pick and roll et de lancer une contre-attaque. Ça va vraiment être un rôle de soutien et il faut un joueur très agile, très rapide. Donc là, on a Tom qui nous parle de Kyle Anderson, par exemple. Exactement. Mon Et gars Tom. juste pour revenir sur ton chaser, on a Hit Ouais, Fanatic dans le chat qui nous demande si c'est un petit peu un autre nom pour le passing lane. c'est exactement ça. Alors juste du coup, si vous voulez des exemples de helpers, donc comme Tom Feller l'a dit juste avant, et Kyle Anderson, moi j'aime beaucoup Gordon Hayward, même si bon, actuellement il est blessé, ça se ressent à Charlotte. À côté de ça, on va rajouter de la viande et du muscle, on va rentrer du coup chez les bigs. Donc vous as deux types de profils, le périmètre big, bah, c'est ce que Vincent a présenté avant ça avec Maxi Kleber, donc ça va être des bigs forcément grands, idéalement il faut taper autour du 2m3, 2m4, 2m5, mais surtout très agile. Tu vas attendre de ce big-là, en fait, du coup, qu'il puisse switcher. Le but, c'est pas forcément de switcher sur du Stephen Curry ou sur du Damian Lillard, mais c'est de pouvoir ralentir l'attaque adverse pour permettre aux défenseurs autour de se replacer. Évidemment, si leur situation de contrer ou d'arracher le ballon, il faut qu'ils le fassent. Mais voilà, ça va être un big qui est là pour gagner du temps, en fait, pour jouer la montre et annihiler les situations offensives favorables. Et le dernier point, c'est le point de conclusion, c'est ce sur quoi Utah notamment mise tout, et en partie aussi Milwaukee avec Brook Lopez quand il est en santé. C'est l'anchor big, donc c'est le gardien de la peinture, le rim protector, il y a 36 000 termes pour 36 000 définitions. Mais c'est le big qui est là, en fait, qui va souvent être ton meilleur rebondeur, ton gros contreur, et qui est là pour dissuader. Encore une fois, si le drive a passé les 4 défenseurs auparavant, ça va être à lui, justement, soit de faire une faute, soit de contrer, ou de bien se placer pour réduire les chances que le tir rentre. Et surtout, c'est lui qui va, encore une fois, comme j'ai dit, capter le rebond, ou neutraliser l'intérieur adverse au moment où le tir est décoché, en faisant un contre-screen, en se plaçant, etc. En bon exemple, Rudy Gobert, maître absolu dans ce domaine-là actuellement. Qu'est-ce que j'aurais pu citer en référence un peu plus old school? Ben Wallace. Actuellement, vous êtes à Brook Lopez aussi, même si là, il est blessé. Et après, des joueurs, on va dire, plus classiques comme Jarrett Allen. Voilà, globalement, l'anchor big, ce sera le big classique que tu peux retrouver en NBA depuis la création du basket. Que c'est le tonton dans la raquette. Exactement. Voilà. Clem, je sais pas si tu veux rebondir sur Ouais, l'exposé surtout de pour, Camille. ouais, complètement. Surtout par rapport à ces rôles-là, de dire que, enfin, ces archétypes-là, c'est vrai que c'est intéressant, mais il faut vraiment garder à l'esprit le fait que ce sont que des archétypes, que comment dire, on peut les décliner parfois sous un certain nombre et on peut en généraliser d'autres. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir et de garder en tête, c'est que un joueur peut avoir les caractéristiques de plusieurs archétypes, bien évidemment. Je pense notamment au chaser, passing lane, c'est des choses qui peuvent se mélanger un peu. Et d'ailleurs, Val, qui très justement dans le chat, fait un peu cette nuance pour dire que le chaser, c'est aussi l'aspect de naviguer entre les écrans et pouvoir en fait justement sprinter dans la défense pour couvrir des joueurs off-ball, typiquement Curry. Donc, encore une fois, voilà. Plusieurs archétypes pour un seul joueur, c'est possible. Et enfin, bien sûr, certains sont plus conditionnés à certains postes. Je pense notamment à tout ce qui est big man, anchor big, etc. Notamment pour tout ce qui est intimidation et protection du cercle. Bien sûr, avoir de la taille, ça aide grandement. Et du coup, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à ces archétypes et ces rôles-là dans la NBA actuelle avec des grands de plus en plus, enfin des joueurs de plus en plus grands qui réussissent à avoir une mobilité excellente, presque aussi bien que celle de certains arrières ou certains ailiers. On voit que forcément défensivement les rôles d'ailier prennent une importance qui est beaucoup plus grande, et aussi les rôles de certains bigs mobiles sont très importants. Puisqu'ils vont pouvoir un peu tout faire et surtout ils vont pas avoir de certaines faiblesses que peuvent avoir les anchor bigs que tu citais par exemple Cam avec Brook Lopez et Rudy Gobert, qui peuvent avoir des faiblesses sur la mobilité à l'extérieur, etc. Des bigs qui vont pouvoir faire un petit peu le reste sans laisser sacrifier cette partie-là vont être d'autant plus intéressants. Je pense que c'était surtout ça qu'il fallait rappeler aussi en plus par rapport aux archétypes, à ce genre d'archétypes. Et enfin, juste pour ceux qui écouteraient seulement ce live, je vous invite à aller voir rapidement sur le live, puisque j'ai aussi partagé le 5 de Val, qui lui c'est justement concentré sur le fait de faire un 5 avec les différents types
d'archétypes, en tout cas des archétypes un petit peu différents, en les précisant pour avoir un 5 qui se tenait par rapport à tout ça. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Vincent. Eh ben, très bien. Je vais te redonner la parole du coup, puisque nous avons parlé des rôles individuels que chaque joueur peut avoir, mais il y a aussi des rôles plus collectifs qu'une défense peut mettre en place. Ouais, complètement. Alors, encore une fois, je vais essayer de ne pas être trop scolaire universitaire et que ce soit pas trop chiant, hein, pas d'insultes envers toi, Vincent. Mais globalement, je me dis qu'on peut voir deux choses. Déjà, c'est un aspect philosophie générale, c'est-à-dire que on va pouvoir retrouver des défenses qui mettent l'accent sur la protection d'une zone en particulier aux dépens des autres. C'est notamment le cas avec le Jazz qui force beaucoup le mid-range en étant très agressif sur le 3 points et en faisant confiance à Rudy Gobert seul pour protéger toute la peinture, ce qui laisse donc le mid-range qui est le tir entre guillemets moins rentable pour les analytics. Ça dépend après, puisque quand ils tombent contre des équipes comme les Clippers, par exemple, au playoff, ça fait très mal parce que les Clippers sont une équipe spécialiste sur le mid-range. C'est pour ça que les playoffs sont un jeu de match-up. On peut penser aux Bucks qui, eux aussi, ciblent une zone très particulière dans la défense, à savoir la peinture, puisque les shoots dans la peinture et les lay-ups et dunk sont encore les tirs les plus rentables du basket et c'est pas prêt de changer. Et donc du coup, les Bucks, alors que le 3 points est extrêmement utilisé dans la ligue, préfèrent vraiment défendre la peinture et mettre beaucoup de monde à l'intérieur pour enlever la possibilité du drive. C'est ce que, excuse-moi, c'est aussi ce que Dallas fait cette année, je pense. Okay, je soupçonne en tout cas que c'est pour ça que la défense va mieux. Mm-hmm. Et puis Jason Kidd qui était aux Bucks. Oui, il y a peut-être de l'inspiration, effectivement. Et il a dit qu'il avait beaucoup appris de Frank Vogel aussi. Donc voilà, pour ce qui est de la philosophie générale que peuvent prendre certaines défenses qui peuvent être intéressant à regarder. Après, pour moi, le second truc qui joue énormément à l'heure actuelle dans la ligue, c'est la couverture du pick and roll. Puisque la majorité, enfin une très grosse partie des actions offensives dans la ligue sont générées à partir du pick and roll. La couverture défensive du pick and roll doit être un élément clé donc pour pouvoir en fait avoir une défense qui tient la route. Il y a plusieurs philosophies derrière cette couverture du pick and roll. Il y a bien sûr le drop. Le drop, l'idée c'est que on protège le drive et l'accès à l'arceau en faisant tomber le big man. Donc celui qui est le défenseur en tout cas du poseur d'écran va rester en arrière proche de la peinture pour empêcher le drive, empêcher la passe ou le rollman d'aller au panier. Une défense à l'opposé sur cette couverture du pick and roll, ça va être une défense plus agressive sur le porteur de ballon. Donc là on peut parler de edge, hard edge, de blitz. Donc généralement dans ce cadre-là, le défenseur du poseur d'écran, donc souvent l'intérieur, le pivot, va être beaucoup plus actif dans la défense, va monter plus haut sur le porteur, quitte à laisser le poseur d'écran rouler tout seul vers le panier. Et dans ce cas-là, en fait, c'est tous les autres joueurs loin à l'opposé de l'action qui vont venir aider. Et c'est les rotations défensives qui vont combler cette brèche-là. Et enfin, surtout, et c'est là que je voulais venir, il y a le switch. Le switch qui est peut-être la défense la plus en vogue, ou en tout cas celle qui est la plus valuable en ce moment. Il s'agit tout simplement pour les défenseurs de permuter leur adversaire au moment du pick and roll pour ne pas laisser à l'attaque de décalage possible. Donc tout simplement en fait le pivot qui était sur le poseur d'écran va passer sur le porteur du ballon. Et pour ça, il faut avoir le personnel défensif adapté parce que la faiblesse du switch, ça va être le mismatch, c'est-à-dire d'avoir un joueur contre un autre, un arrière contre un intérieur, et donc potentiellement une difficulté pour la défense, puisque les extérieurs vont pouvoir driver et prendre de vitesse les intérieurs, ou alors, à l'inverse, un intérieur sur un extérieur qui va du coup pouvoir le poster jusqu'à la peinture et profiter de son avantage physique. Pour que ce soit viable, ce switch, il va falloir bien évidemment le personnel adéquat, donc soit des intérieurs qui soient assez mobiles pour tenir les extérieurs, soit des extérieurs qui soient assez costauds pour ne pas se faire poster, même s'il y a un avantage à ce niveau-là, c'est qu'il y a peu de joueurs qui réellement sont bons au poste et qui vont travailler au poste, et donc du coup il y a peut-être ce petit avantage-là, et c'est plus sur la mobilité des intérieurs que se joue l'avantage ou non.
Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire sur la défense pour en faire un résumé. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Sur le Switch, est-ce que le récent transfert de James Harden aux Sixers n'illustre pas exactement les difficultés que tu pouvais mettre en avant? Puisque finalement, d'un côté, si on a un intérieur qui switch sur Harden et si on a un extérieur sur Joel Embiid, ça ressemble quand même vaguement au carnage. Complètement. C'est compliqué à défendre. Globalement, Complètement. ouais. C'est pour ça que le pick and roll est aussi très avantageux, surtout quand tu as deux joueurs majeurs, c'est que si tu peux s'ils ont un profil intérieur-extérieur et que tu peux potentiellement jouer les deux et que tu peux jouer le pick and pop en plus du pick and roll, ça devient très vite potentiellement insoluble pour la défense. Et c'est pour ça que aussi les rôles de défenseurs en switch, les rôles de défenseurs très polyvalents qui sont des intérieurs avec beaucoup de mobilité ou autres, sont extrêmement valuables et recherchés et leur valeur augmente très vite parce que ça permet de faire des couvertures défensives sur ce genre de comment dire de pick and roll presque insoluble. C'est la possibilité la plus viable en réalité dans ces moments-là. Après, heureusement, toute la ligue n'a pas une paire Harden-Embiid, et puis il y avait quelques questions sur la paire Embiid en termes de complémentarité. Pour l'instant, ça semble aller plutôt pas mal et les deux ont envie de jouer ensemble. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait pour ça qu'on peut penser que ça peut être très destructeur comme paire offensivement. Mais c'est quand même assez fou que le pick and roll soit encore à ce point un problème parfois insoluble, alors même que si on remonte 30 ans en arrière, la paire Stockton-Malone, c'est quand même comme ça qu'ils faisaient leur beurre et qu'ils sont allés 2 fois en finale NBA. Bien Bah, sûr. Après, la grosse différence que tu as entre maintenant et on va prendre le cas des années 90, c'est que tu as un panel technique qui a augmenté. On va reprendre le cas là, tu vois, de Harden Embiid. Tu as quand même des joueurs qui. Enfin, bon, Embiid, c'est pas une triple menace parce qu'il n'a pas encore le jeu de passe d'Ayukic ou même ne serait-ce que d'Ayus ou Nurkic. Par contre, à côté de ça, c'est des joueurs qui peuvent faire beaucoup de choses. Et du moment que tu as la trinité drive, shoot, jeu au poste, c'est hyper compliqué à défendre pour une défense si tu n'as pas le matériel adéquat. Là où auparavant, avant ça, comme tu l'as cité avec Malone et Stockton, ça se jouait davantage à qui a le plus gros athlète pour finir et le meneur le plus crafty pour créer une démarcation et faire la bonne passe, etc. Le pick and roll, quand tu as des joueurs très forts techniquement, ça t'ouvre une arsenal de possibilités qui est ouf. Et on en revient au même point, c'est que donc déjà c'est compliqué parce qu'il faut switcher, mais si en plus tu n'as pas un défenseur en soutien pour justement casser le pick and roll et empêcher le fait d'avoir une position préférentielle, tu peux avoir un shooter dans le corner pour sanctionner à 3, tu peux avoir quelqu'un qui va cutter en ligne de fond pour aller mettre un dunk ou un layup. C'est un système qui est très, très, très compliqué. C'est ce que j'allais dire, et puis pour compléter un peu ce que tu dis, Cam, en fait, à partir du moment où tu as un joueur porteur de balle qui est élite en termes de playmaking, en fait, c'est là que le pick and roll devient a priori insoluble. On peut le voir avec Doncic notamment, parce qu'en réalité, en fait, à partir du moment où tu choisis une couverture défensive plutôt qu'une autre, il y a toujours un downside, il y a toujours un côté négatif. Et en fait, quand tu es un joueur comme Doncic, comme Harden, comme Trae Young aussi, des joueurs qui déjà peuvent scorer aux 3 niveaux et ensuite sont des playmakers élites, en fait, tu peux à chaque fois aller choisir la faiblesse et t'appuyer dessus. Et du coup, ça devient extrêmement compliqué de défendre. Et oui, effectivement, c'est pour ça que offensivement, la ligue quand même est en train de s'épanouir, alors que la défense peut-être est un peu en deçà. Et on nous dit d'ailleurs dans le chat, c'était Hitfanatic qui nous dit, il y avait aussi l'illegal defense rule avant, qui aussi empêchait l'aide d'arriver trop tôt. Et donc du coup, voilà, c'était un autre équilibrage à l'époque. Donc bon, après c'est difficile de comparer, mais voilà. Et au-delà de ça, donc on a parlé des rôles individuels, on a parlé des rôles collectifs. Il y a aussi quelque chose d'autre qui fait une bonne défense et qu'on a tendance à oublier tant c'est basique. C'est le rebond finalement. Ça. Alors si certaines défenses arrivent à être honnêtes en étant mauvaises au rebond, je suis allé chercher, c'est l'exemple des Sixers cette année ou encore des Mavs. Cam, tu t'es surtout aperçu que les équipes qui vont loin en playoff et notamment au titre, ce sont souvent des équipes qui sont excellentes au rebond. C'est ça. Alors bon, je vais pas faire encore une fois un cours magistral sur la science du rebond. Je vais juste rappeler globalement comme les différentes façons qu'il y a de le mesurer. La première, c'est la stat brute, c'est le nombre de rebonds captés offensifs et défensifs. Et après ça, vous avez différentes stats en français. Donc vous avez le pourcentage de rebonds contestés, donc qui sont joués par l'attaque pour tenter de les récupérer. Le nombre de chances de rebond, c'est-à-dire c'est le nombre de tirs que l'adversaire prend et qui donc peuvent potentiellement générer un.
La stat, moi, que j'aime beaucoup et qui, pour moi, traduit la qualité d'un effectif au rebond, c'est l'adjusted rep chances. En gros, c'est le pourcentage de chances que tu as. Par exemple, sur 100 rebonds, tu vas en capter 50, 60, etc. C'est une stat qui est importante parce que, en fait, ça prouve la qualité d'une équipe à refuser les secondes chances à l'équipe adverse. Et on se rend compte, en fait, au très haut niveau et dans des longues campagnes de playoffs, en fait, que c'est ce qui fait la différence sur des séries en 7 notamment. On va prendre le cas de la saison dernière. Dans le top 5 des équipes qui sont dans ces meilleures stats-là, tu as les Bucks, les Suns et les Lakers qui ont bâti, bon, pour les Bucks et les Lakers, leur titre justement sur une forte domination défensive et sur une maîtrise du rebond et donc l'absence de seconde chance pour l'adversaire. Et pour les années d'avant, c'est toujours dans cette cohérence-là. Tu as encore les Bucks, tu retrouves, bon, il y a le cas d'Enix, je ne vais pas en parler parce que ça n'est arrivé qu'une saison, mais tu as les Sixers qui misent énormément sur Embiid, tu as les Lakers qui sont champions. Globalement, un adjusted web chances élevé, ça va se situer au-delà des 63%. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est sur des séries qui vont en 7, etc., tu te rends compte que le moindre rebond offensif capté, c'est une chance, encore une fois, c'est une mission en plus. Dans les équipes qui étaient très bonnes dans ce domaine-là, tu avais Golden State à l'époque du fameux Small Ball 5 avec Draymond Green, Kevin Durant, etc. Tu as les Cavs de LeBron quand il décalait Kevin Love en 5 sur certaines séquences. C'est très intéressant. Et encore une fois, en fait, les gens ne se rendent pas compte que le rebond, c'est davantage une chance de lancer le contre-attaque que d'empêcher l'équipe adverse de marquer. Et après, ce sera la conclusion de ce focus-là. On en fera beaucoup d'autres dans l'année, mais globalement, voilà. Intéressez-vous à cette stat-là. Et je vais donner un exemple d'une équipe qui était très bonne au rebond, mais qui était très mauvaise en défense. C'était les Denver Nuggets de Kenneth Farid, notamment, qui étaient chaque année, qui ont été toujours dans le top 3-5 des meilleures équipes au rebond. Par contre, à côté de ça, tu prends beaucoup de rebonds parce que tu offres beaucoup d'opportunités à défendre. Il faut pas. C'est le cas un peu de Drummond. Tu peux pas jouer que le rebond. C'est la conclusion d'une action et pas la fin, et pas le but. Tu disais, Clément, en préambule, que l'objectif des Five Live, c'était certes d'avoir un aspect ludique et de faire des 5 majeurs, mais c'était aussi d'aborder un sujet un petit peu plus en profondeur. Donc là, c'est finalement ce qu'on a réussi à faire, je crois, en présentant des rôles, mais aussi en faisant un petit focus sur le rebond. Ouais, et puis surtout, ça va être intéressant, spécifiquement par rapport là à ce 5 là, avec le All Defensive 5, avec tous vos retours, parce qu'il y a eu une progression dans vos 5, et on va revenir un peu à l'aspect ludique, avec le 5 de Cam, de moi-même, et puis les vôtres, en citant quelques-uns qui nous ont sauté aux yeux pour différentes Exactement. raisons. Et on va voir aussi que, voilà, encore une fois, il y a eu une progression dans les votes et dans le style des 5 que vous nous avez proposés dans la première soirée, la première journée. On a eu beaucoup, et puis globalement même beaucoup, voilà, de 5 qui respectaient les positions, vous l'avez vu, avec tout ce qu'on a dit au préalable. Et puis petit à petit, on a eu de plus en plus d'expérimentation avec un peu plus de positionless, donc vraiment des rôles, plus des défenses avec des rôles précis, plus que des positions, avec des grands qui se retrouvaient au poste 3, avec des paires d'ailiers en 1 et 2. On a eu l'inverse aussi, hein, des trucs un peu plus small, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse propension à la fin, vraiment la dernière journée, le vendredi, notamment avec Guillaume B-Info et Alex de Trash Talk qu'on salue et qu'on citera un petit peu plus tard. On montrera leurs 5 qui allaient plus vers, voilà, ces notions de switch all avec des profils plus polyvalents dont on parlait tout à l'heure, des intérieurs très mobiles, des ailiers assez grands, qui peuvent un petit peu tout faire. Et on va voir que dans les prochains 5 dont on va parler, donc d'abord le 5 de Cam, le mien ensuite, et ensuite les vôtres, vous allez voir qu'il y a une gradation à ce niveau-là dans l'expérimentation, et c'était d'autant plus intéressant que voilà, ce qui nous anime nous en faisant ces 5 lives, c'est de pouvoir, d'un aspect très ludique et d'un jeu qui semble un peu anodin, pouvoir aller parler de différentes défenses, différents styles, aller un petit peu plus en profondeur sur ce que ça veut dire la défense aujourd'hui en NBA, et puis on espère qu'on aura réussi ça avec ce live. Mais je pense que on peut lancer Cam sur ton 5, et je vais en profiter pour aller l'afficher. Vas-y, je t'en prie. Attention girafe, attention dinosaure, il va y avoir de la taille chez moi. Alors, au poste de meneur, bon, je triche dès le début, je suis désolé, Ben Simmons. Au poste d'arrière, Dejounte Murray. Au poste d'ailier, Aaron Gordon. Donc, cher patron, merci de valider mes congés rapidement. Au poste d'ailier, au poste d'ailier fort, j'ai pris Bam Adebayo, forcément. Et au poste de pivot, c'est mon coup de cœur de cette saison parmi les rookies, c'est Evan Mobley. Alors, pourquoi pas de Deep Boy? Parce que on va m'accuser de ne pas aimer Rudy Gobert, d'en dire beaucoup de mal, etc. Non, c'est pas ça. C'est même pas, c'est la même logique qui s'applique. J'ai pas pris Kawhi Leonard parce que cette année il est blessé et qu'on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir et s'il va être toujours aussi bon défenseur, même s'il y a des garanties solides.
J'ai pas pris Yanis parce qu'en fait, je voulais faire un 5 un peu différent et en fait, je voulais confirmer un peu les points que j'ai donnés avant ça et le fait que la défense d'aide est pour moi de plus en plus important. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un joueur comme Aaron Gordon. Dans ce 5-là, il y a de tout. Il y a de l'athlétisme, de la taille, il y a des très bons rebondeurs. Je pars du principe en fait que j'adore collectiviser les stats et en fait, comment dire, ça ne sert à rien d'avoir un pivot qui a 15 rebonds si ton équipe n'en prend pas 30 par match. C'est pour ça en fait que de base j'aligne un trio de forward en fait très athlétique et qui s'investit. À côté de ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans mon système défensif, on en parlera un peu plus tard. Moi, j'avais pensé à une défense en 1-3-1, c'est-à-dire Ben Simmons contre le point of attack, contre le porteur de ballon. Dijon Temeré en second défenseur, second rideau pour justement casser les premières lignes, casser la première passe et forcer du turnover. Aaron Gordon en rôle un peu de, comment dire, je vais pas dire de pivot parce que c'est pas le bon terme, mais en rôle de piston, voilà, pour pouvoir colmater les brèches, sanctionner le pick and roll et surtout, encore une fois, intercepter des ballons. Et viennent ensuite Bam Adebayo et Evan Mobley pour une conclusion défensive. À côté de ça, c'est une défense qui, normalement, en fait, est réservée à des fins de match tendus. Moi, je peux citer le cas NCAA de Kansas qui s'en sert dès qu'ils ont une fin de match à aller chercher parce qu'en fait, c'est très, très compliqué d'attaquer dessus. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des systèmes en fait où le porteur de ballon ne sait pas où aller parce que dès que tu vas lancer un drive, tu vas avoir un défenseur sur la gueule. C'est pas une défense qui switch parce qu'en fait, le principe, c'est pas de se focaliser sur le ballon, c'est de chercher une zone. Le seul joueur dans mon cas qui rate que le ballon, c'est Ben Simmons. En fait, c'est une défense qui est longue et qui est éreintante, mais c'est pour ça du coup que je prends 5 athlètes avant tout. Le but du jeu, c'est pas tellement de défendre bien à 3 points, c'est de colmater l'ensemble du terrain. Et si tu offres une zone en fait préférentielle à l'attaque, ce sera la moins bonne. Ce sera surtout du mid-range ou des tirs contestés en tête de raquette. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, bah, justement, on peut prendre d'abord celle de Hit Fanatic. Allez. Qu'est-ce que tu penses faire contre Joel Embiid? Bah, alors après, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est une question que je me suis posée moi-même. J'ai du mal avec le principe d'annihiler un joueur en attaque parce qu'en NBA actuellement c'est très compliqué, surtout sur des postes dominants comme Jokic, Embiid, etc. Tu peux envoyer un joueur en mission, mais c'est pas le but en fait parce que on va prendre le cas d'Embiid surtout cette saison, il crée énormément de fautes juste par sa présence, son footwork et sa puissance. Donc tu peux envoyer un très bon défenseur sur lui, tu peux être sûr qu'il va prendre 3-4 fautes facilement et que si Embiid fait les bons efforts et passe la deuxième, ton joueur va être expulsé. C'est pour ça en fait que cette défense-là, elle a cet avantage-là, c'est que tu peux avoir un pivot très dominant en face, s'il ne reçoit pas le ballon parce qu'il n'est pas en bonne position, en fait, tu crées automatiquement un turnover. Le but de cette défense en 1-3-1, c'est d'empêcher la circulation de balle et d'empêcher le pivot dominant adverse en fait, de se placer. S'il se place justement dans la raquette pour pouvoir jouer un post-up ou du jeu au post-up plus classique, il va automatiquement recevoir Aaron Gordon ou Dejounte Murray en soutien. Le but du jeu, en fait, c'est de créer des situations où le défenseur est forcé de shooter ou de faire une passe un peu casse-croûte. Donc à côté de ça, en fait, c'est une défense qui va d'abord miser sur un bon placement et une bonne initiative avant de miser sur une défense dans un contre 1. C'est pas tellement Joel Embiid qui me fait peur sur ce genre de défense, c'est plus du Jokic parce qu'en fait, il a cette capacité à trouver la bonne passe et à créer de l'espace. C'est une défense qui est plus faible face aux gros créateurs, par contre qui est très bon face aux joueurs qui ont justement ce manque de finition technique à la passe. Moi, j'aime bien la question de Tom qui te demande à quoi ta défense est le plus vulnérable selon toi. Alors, le plus gros ennemi de cette défense-là, c'est le pull-up à 3 points, qui est l'arme de luxe, on va dire, des superstars actuellement en NBA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le souci de cette défense où du coup tu vas coller des défenseurs dans chaque zone et où tu vas leur assigner cette zone-là et ils doivent juste naviguer en fait sans regarder le ballon, c'est qu'à la moindre séparation du fait d'un écran, d'un cross ou tout simplement en fait d'un geste technique type spin move, etc., le temps que ton défenseur réagisse, s'il est trop lent, tu crées une opportunité de mid-range ou de pull-up. Ce qui fait qu'on va dire sur des joueurs qui ont des forts volumes de shoot, type Stephen Curry, etc., ça risque d'être compliqué et tu vas créer potentiellement des situations de match que tu peux répéter. À côté de ça, c'est pas une défense qui craint le jeu en off-ball, donc le système de cut, ligne de fond, etc. Par contre, c'est une défense en fait qui te force en fait à laisser un seul joueur à l'intérieur, enfin un seul joueur dans ta raquette, souvent ton meilleur répondeur. Ce qui fait qu'on en va toujours au même point, c'est que plus l'adversaire va tirer, plus tu vas créer de situations en fait où ils vont pouvoir envoyer un ou deux intérieurs sans aller contre ton pivot ou contre ton intérieur dominant pour pouvoir gratter un ballon. C'est une défense qui marche très bien par séquence, qui par contre sur l'ensemble d'un match, je suis pas sûr que ce soit possible. C'est aussi l'intérêt du Five Live, c'est de sortir un peu du basket classique.
Évidemment, sinon on ne mettrait pas de contraintes et on n'aurait pas de C'est ça. thématiques spécifiques. Alors, on va garder les questions sur Adebayo et Mobley. Ouais. On On peut. va avancer puisque Clément, sans trahir de secret, il me semble que tu as une paire d'intérieurs assez similaires. Assez similaire pour ne pas dire exactement la même, hein, puisque Cam me vole toutes mes idées, vous avez pu le voir à travers. Je ne fais que m'inspirer. Mais non, il y a pas de souci. Donc j'ai la même paire d'intérieur. Alors moi je mets, alors c'est un peu du détail puisque avec nos façons de défendre, pardon, on va pouvoir switcher les deux. Mais j'ai mis Bam Adebayo en 5 et Evan Mobley en 4 strictement. Par contre, sur mon front court, j'ai mis Matisse Thybulle et Ben Simmons. Et en 3, en général, en chef de la défense, j'ai mis Draymond Green. Alors personnellement, ce qui a un peu drivé ma façon de penser ce 5-là, ça a été une volonté de polyvalence, sans aller forcément jusqu'au switch all. Tout simplement parce que je voulais, pour moi, le switch all, il y a potentiellement deux faiblesses. C'est la faiblesse en isolation sur le point of attack. Donc je voulais ça, et surtout par rapport au switch all, avec des profils qui sont plus mobiles et souvent plus petits, il y a la perte de taille proche du panier et donc potentiellement une protection d'arceau un petit peu plus faible. Alors encore une fois, hein, c'est des faiblesses très théoriques, ça dépend beaucoup de ce qu'on a offensivement en face. Mais je voulais du coup avoir plus de taille et reprendre un peu l'expérimentation des Cavs de cette année avec 3 bigs. Alors même si c'est pas les bigs les plus longs, je voulais reprendre Evan Mobley justement pour avoir cette intimidation, ou en tout cas cette protection du cercle, ce réflexe de protection du cercle un petit peu meilleur. Bam Adebayo parce que la mobilité avant tout et le fait de savoir tout faire défensivement. Et puis, je voulais enfin beaucoup d'intelligence de jeu parce que je voulais m'inspirer de la défense de première partie de saison des Warriors avec Draymond Green justement en général QI défensif en chef qui permet le placement optimal d'un peu tout le monde, avec aussi la possibilité de surcharger le côté du porteur du ballon. En laissant justement les aides défensives et les rotations s'occuper du surnombre de l'autre côté, et de pouvoir ainsi éviter l'isolation de certains mecs, ou en tout cas l'empêcher ou intimider à ce niveau-là en isolation la défense, l'attaque adverse, pardon. Et donc du coup, voilà, ça, j'ai hésité entre Matisse Thybulle et Michael Bridges. Thybulle, le petit risque pour moi dans ce 5, c'est qu'il gamble un peu trop. Il parie un petit peu trop sur les interceptions, etc. Et comme c'est un joueur qui aime beaucoup défendre de l'arrière des joueurs, c'est-à-dire qu'il est moins efficace entre son attaquant et le panier que quand son attaquant est devant le panier et lui derrière. En réalité, il aime beaucoup être en chaser. Et il obtient beaucoup de contres, d'interceptions comme ça, et il réussit toujours à recoller, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'aussi, il prend beaucoup de risques sur la première interception ou sur les lignes de passe, etc. Je me dis qu'avec Draymond et avec autour de lui autant de bons défenseurs qui peuvent venir aider très rapidement, etc., il a l'intelligence de jeu en plus de passer directement à l'aide suivante plutôt que de s'empaler sur une aide qui vient d'être comblée. Donc du coup, je me dis que c'est un mal pour un bien et que finalement, ça apporte peut-être le chaos dont j'ai besoin dans ce 5-là. Et enfin, l'intérieur avec lequel j'ai hésité, c'est Mobley, qui est un petit peu jeune, donc qui a encore des défauts de jeunesse, et qui est peut-être aussi un petit peu fluet, mais en même temps, je voulais vraiment quelqu'un qui réussisse à intimider assez au cercle et qui soit assez contreur dans l'âme. Et les autres options que j'avais à ce niveau-là étaient soit beaucoup moins mobiles, soit moins fortes vraiment dans l'intimidation au cercle. Et donc du coup, finalement, c'était le meilleur des deux mondes, c'était le seul candidat réel. Par exemple, je pensais à Jarrett Allen, mais qui est quand même beaucoup moins mobile et qui me faisait vraiment une faille dans la défense, puisque après, on pouvait vraiment attaquer et cibler Jarrett Allen en particulier. Et donc du coup, je voulais pas me défaire de ça. J'ai une question ouverte. Du coup, qu'est-ce que vous répondriez, messieurs, à ceux qui, comme Kyo,
vous direz que la complémentarité entre Bam Adebayo et Evan Mobley n'est peut-être pas frappante au premier coup d'œil. Bah, ça reste complémentaire. En fait, le principe, c'est que c'est pas parce que tu mets un intérieur très puissant et un intérieur très agile que ça va être complémentaire. Ces deux-là sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils répondent aux mêmes besoins. C'est des joueurs qui sont agiles, qui ont une très bonne vision du jeu, qui sont des très bons rebondeurs, même si Mobley est encore jeune et doit encore gagner un peu de poids pour s'imposer. Ils ont surtout l'avantage, en fait, qu'ils ont le QI basket, en fait, pour pouvoir compenser, combler les brèches et surtout, comment dire, bon, pour Bam, ça l'est beaucoup plus parce qu'il peut vraiment défendre du 1 au 5. D'une saison à l'autre, tu peux le voir défendre Russell Westbrook et Joel Embiid avec la même, comment dire, facilité et la même technicité. Mobley, il peut le faire sur des postes 3-5 et en fait, c'est des choses qui sont très rares en fait dans le basket moderne. Et donc, l'idée d'avoir une paire d'intérieurs en fait qui justement peut combler beaucoup de trous et se compléter entre eux. J'en reviens toujours au même point, mais en fait, Bam et Mobley, ils ont cette capacité en fait à venir en aide et à neutraliser en fait un pivot dominant ou un très bon slasher. Et c'est une chose qui est rare en fait au NBA, qui est très rare sur ces postes-là justement où en fait on mise d'abord sur une puissance physique et après on bricole au fur et à mesure des années. Eux, ils l'ont eu très tôt et c'est pour ça en fait que pour moi c'est complémentaire. Ce sera plus complémentaire de mettre ces deux intérieurs ensemble là que de mettre par exemple, un Bam et une Bid où là tu peux être sûr d'avoir de la puissance. Par contre, tu n'auras pas forcément une bonne complémentarité. Ou un Bam Gobert par exemple. Non, je suis assez d'accord. Et puis, en plus, j'allais le revenir. On a un petit peu, alors très légèrement pour moi, et plus Cam l'a fait mieux que moi, mais on est revenu sur le style de défense aussi potentiellement à aborder. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, pour moi, ce serait l'idée vraiment de la défense de Golden State en début de saison. C'était une zone un petit peu flottante, en fait, qui peut changer selon la possession, selon l'adversaire, selon le match-up. Notamment grâce à Draymond Green qui est vraiment le cerveau de toute l'affaire et qui va du coup un peu s'adapter sur le moment à ce qui est le mieux à ce niveau-là, et c'est pour ça que je pense que cette paire Bam Evan Mobley est intéressante à l'intérieur, parce que c'est deux intérieurs qui peuvent à peu près tout faire et qui surtout vont être très bons sur assez mobiles en tout cas pour venir faire l'aide en cas de problème. Et donc du coup c'est assez simple de les voir s'adapter au fur et à mesure et de pouvoir évoluer un peu partout sur le terrain. Et Evan Mobley, par exemple, j'ai une petite interrogation par rapport à sa défense sur le shoot à 3 points, qui est plutôt... En tout cas, sur l'extérieur. Parce que le shoot à 3 points, ce qui est très intéressant avec Evan Mobley, c'est qu'il est tellement grand que même quand il paraît un petit peu décroché ou un petit peu trop bas, en réalité, il lui suffit vraiment juste de sauter pour finalement toucher le 3 points. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il est assez long pour ça. J'ai un petit peu peur de Mobley sur la mobilité, sur des arrières vraiment très explosifs. Mais ce que je compte faire pour moi, en fait, dans ce 5-là, à mon sens, c'est que Mobley reste bien plus derrière que Bam, par exemple. Où Bam va pouvoir coller plus aux extérieurs, où je le fais plus confiance là-dessus. Et ensuite, en fait, même quand ils sont potentiellement décrochés, toute l'idée, ça va être de faire la rotation pour qu'il n'y ait pas de problème. Et dans la zone de Golden State, ce qui est très intéressant, c'est la surcharge du côté du porteur du ballon. Ça veut dire que si un arrière vient et emmène Bam ou emmène Mobley à l'extérieur sur un côté en faisant une ISO ou quoi, en fait, on va pas attendre que cet extérieur puisse le driver et le dépasser. On va tout de suite mettre Draymond dans la peinture ou même n'importe qui en aide juste avant que la personne aille driver, et en fait ça va annihiler même l'envie d'y aller parce qu'il va tout de suite être pris à deux en fait à mi-distance ou à l'intérieur de la peinture sans avoir en plus le recul pour shooter ou quoi, parce qu'on a une envergure incroyable et donc il n'y aura pas de shoot à laisser. Oui, sur la question de Hit Fanatic que j'aime beaucoup. Oui, allez-y, évidemment. Sur le général défensive, est-ce que c'est un helper de très haut niveau ? Je suis pas complètement... Alors ça peut l'être, enfin disons que je trouve que les helpers de très haut niveau sont souvent des joueurs avec un très gros QI défensif, parce que c'est ça qui fait la différence. Par contre, le rôle de vraiment général et de QI défensif plus de Draymond est assez unique, je trouve, en réalité. Parce que à ce niveau-là, en fait, il y en a peu, voire pas beaucoup. Pour moi, en fait, l'équivalent, c'est le QI offensif de Jokic, mais donc du coup de l'autre côté du terrain. Alors après, tu vois, justement, je me permets juste de rebondir là-dessus. Moi, c'est ce qui fait que j'ai pas pris Draymond, tu vois, dans mon 5 alors que j'y ai pensé dès le début. Le QI défensif de Draymond, il est avant tout basé malheureusement sur sa capacité à réagir rapidement et à encaisser le choc. Et moi, c'est ce qui a fait que je l'ai pas pris, c'est sa récente blessure au dos. Et le fait que justement, en fait, tu sais pas dans quel état il va revenir.
et c'est un très bon défenseur, mais qui a besoin d'être à 100% pour pouvoir exceller dans son domaine. Comment dire, on l'a vu les années, enfin sur l'année où Curry est blessé, où du coup il se retrouve un peu à porter l'équipe seul. S'il n'est pas à 100%, enfin, le gap entre un très bon Draymond et un Draymond moyen, il vient justement de sa physicalité. Là où justement, un mec comme Jokic, tu peux lui rajouter 30 kilos sur la balance et lui mettre 10 ans à la gueule, il va continuer à faire de la bonne passe et avoir cette vision du jeu. Là où Draymond, il a la vision du jeu, mais c'est son athlétisme qui lui permet justement de la mettre en place. C'est vrai. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Enfin, en tout cas, individuellement, quand pour aider, c'est sûr qu'il a besoin de ça et il est déterminé par son niveau est déterminé par ça. Maintenant, je trouve que malgré tout, je vais quand même un peu nuancer, son QI va au-delà dans le sens où il place vraiment littéralement ses coéquipiers. En fait, quand tu regardes la défense de Golden State avec lui, c'est systématiquement, regardez bien Draymond, c'est systématiquement lui qui place tout le monde et tout le temps. Et il est assez génial là-dedans. Et du coup, je trouve que ça élève malgré tout ta défense collective, même quand lui est limité athlétiquement, même si je suis d'accord, c'est sûr que le plafond est déterminé par lui, sa capacité à venir faire les aides ou non. Et s'il est en forme ou non, du coup, je te rejoins là-dessus, Cam. Et du coup, j'anticipe moins de comment il va revenir que de me dire son niveau d'il y a quelques mois, du coup, maintenant, puisqu'il était très bon à ce moment-là. Mais ce que vous dites, ça nous offre une nouvelle fois une transition toute trouvée pour montrer un petit peu les 5 du public qui nous ont tapé dans l'œil. Et on pourrait rester dans cette catégorie de rôle, c'est-à-dire de procéder par rôle et non pas poste par poste, Ouais. puisque Clément, il y a certaines personnes qui ont poussé l'idée à leur paroxysme, et on pense notamment à Guillaume de Basket Info et à Alex de Trash Talk. Oui, que j'affiche à l'écran à l'instant, comme ça vous les aurez sous les yeux. 2-5 très intéressants qui vont un peu plus loin que les nôtres encore, parce que nous on a des systèmes de zones et des choses où on essaye d'hybrider un petit peu. Là on est dans du switch all complet. Alors c'est pour Alex de Trash Talk bien sûr qu'on salue, et notre ami Guillaume également qu'on salue du Basket Lab. Avec ces podcasts, on vous invite très fortement à aller les écouter, ils sont extrêmement intéressants. Et le suivre sur Twitter, puisqu'il fait aussi des vidéos de tactique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et qui ont tous les deux donc du coup choisi vraiment du switch all. Alors, on va faire le 5 d'Alex en premier lieu. Ben Simmons, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Michael Bridges. Donc vous voyez, en extérieur, on a vraiment des ailiers purs avec Michael Bridges et Ben Simmons. Et ensuite, on a 3 intérieurs ailiers forts qui sont extrêmement mobiles, mais extrêmement grands, extrêmement longs, et qui peuvent aider à tout moment, venir contrer, qui peuvent à peu près tout faire, en les personnes d'Anthony Davis, de Giannis Antetokounmpo et de Bam Adebayo. Avec Guillaume, on retrouve Anthony Davis, Bam Adebayo, sauf que à côté, on a du OJ Anunoby, du Ben Simmons encore une fois, c'est lui que je n'ai pas cité dans ceux qu'on retrouvait, et par contre, à la place de Giannis, il part sur Draymond Green, je pense pour l'aspect aussi QI défensif par rapport à Giannis qui est encore supérieur. Voilà 2 propositions de switch all. Quand vous parlez du switch all, là, tous les joueurs peuvent rester sur leur vis-à-vis, peu importe le vis-à-vis, et avec une capacité notamment de protection du cercle qui est assez grande avec des joueurs comme Anthony Davis, comme Giannis, comme Bam Adebayo. Bref, voilà, deux façons de voir la chose de manière extrêmement extrême. Alors du coup, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est très redondant. Mais on voulait les citer du coup pour voir à quel point l'expérimentation de ce Five Live pouvait aller, puisque, encore une fois, l'offense ne comptant pas, et c'est ce que nous disent les deux, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'offense, on peut mettre des intérieurs à l'appel sans se soucier de l'initiation offensive. Ouais, tu parles d'ailleurs d'expérimentation, c'est peut-être l'heure de passer sur les 5 un petit peu plus fantaisistes, ou du moins ceux qui ont rajouté des contraintes aux contraintes, C'est ça. puisque on a de nouveau Guillaume du Basket Lab Basket Lab. qui a réalisé 2-5 composés uniquement de joueurs non draftés. Je ne sais pas si tu l'as pour le Oui, je vais l'afficher tout de suite. Il faut juste écran. que je recadre un petit peu. On peut les citer. Donc 2-5 de non draftés. Et voilà, c'est Exactement. une petite fantaisie. Il y en a d'autres. On va les mentionner juste après et les afficher. Peut-être certains 5 de votre part à vous aussi. Donc Gary Payton, Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, Jason Tate et Maxi Kleber.
qui font donc du coup, qui sont en plus, je pense qu'ils ont tous eu plus ou moins des mentions peut-être. Dorian Finney-Smith et Royce O'Neal, on les a peut-être pas vus dans les mentions des gens, ce sera à vérifier. Et puis, Je m'en charge. l'autre 5, Lugansdor, qui a été beaucoup mentionné et qui donc est non drafté, donc intéressant à noter. Torrey Craig, et ça je peux vous en parler, Ouais, excellent complètement. défenseur d'aide sur le passing lane et un bon chaser aussi. Lamar Stevens, qui on a eu je pense une mention de Lamar Stevens, Robert Covington et Cam Birch. Voilà pour les 2-5 de joueurs non draftés. Qui sont une manière très intéressante de voir. Je ne sais pas après Cam si tu veux rebondir sur un des joueurs en particulier ou si Vincent tu peux nous donner le résultat de ceux qui ont été mentionnés ou non. Royce O'Neal, on va en reparler sous peu, tandis que Dorian Finney-Smith n'a pas eu de mention, mais qui est pourtant un excellent défenseur aussi. J'avais une petite question pour vous, messieurs, qui vient de me popper à l'esprit. Est-ce qu'il y a un mec, là, non drafté, qui est mentionné par Guillaume, qui pourrait être adéquat dans votre 5? La réponse peut être non, hein, Moi ce serait évidemment. Maxi Kleber. Ah, évidemment. Bon, ça aurait été. Vas-y, Clément, je t'en prie. Maxi Kleber parce que, encore une fois, c'est un intérieur plutôt mobile qui réussit à être assez polyvalent en fait sur à peu près tous les styles de défense, qui va être mine de rien assez... alors, c'est pas un intimidateur de cercle, mais il va pouvoir aller disrupter les shoots sous le cercle, etc. Et surtout, c'est la mobilité. En fait, c'est le combo taille-mobilité, le fait de pouvoir switcher du coup. Peut-être à la limite Torrey Craig dans le rôle de Matisse Thybulle pour moi, dans le sens où il est très bon sur le passing lane, sur l'aide. Il a un QI défensif assez élevé. Donc à la limite, il pourrait jouer ce rôle de KO, mais je le trouve un petit peu en deçà en termes de point of attack. Donc sur le joueur directement, du coup, c'est un petit peu, il y aura un petit downside là-dessus. Et après, le reste, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Gary Payton, j'aime beaucoup. Lugansdor, j'aime beaucoup. Mais c'est un peu petit. Et le problème, c'est que... Alors, c'est pas de leur faute, mais du coup, si jamais il y a un mismatch avec un intérieur, c'est du post-up direct. Et c'est un mismatch qui est difficile à compenser avec des joueurs si petits, et donc du coup ils sont limités par ça. Moi, j'aime beaucoup Lamar Stevens. Profil de défenseur très intéressant parce que, comment dire, c'est long, c'est athlétique, c'est polyvalent, c'est un twinner 3-4 très, très, comment dire, très dur au bal, très rugueux, voilà, qui fait pas énormément de fautes. Bon, il a pas beaucoup d'occasions de se montrer malheureusement à Cleveland et les stats ne lui rendent pas honneur. Mais clairement, c'est un joueur en fait qui apporte sur le terrain et qui est fiable en fait. Et ces postes 3-4 là, ça se perd un petit peu plus. Enfin, c'est pas que ça se perd, c'est que globalement, comment dire ça? Il faut être très bon pour pouvoir être polyvalent. Le rêve de l'ailier qui fait à la fois ailier fort et ailier classique, c'est le rêve de tout GM, c'est le rêve notamment de, comment ça s'appelle, de Brad Stevens au Celtics, mais c'est très dur dans les faits d'avoir ces profils-là. Donc clairement, c'est un joueur que j'aurais aucune difficulté à plugger dans mon 5 parce qu'en fait, tu sais ce qui va t'apporter de la longueur, de la bonne vision du jeu, du contre, du style. Clairement, moi, c'est un joueur que je vais suivre dans les prochaines années. Ah bah, on voit que les non draftés savent défendre, mais les sophomores savent défendre aussi, puisqu'on a un 5 proposé par Contador Chelsea, qui est composé de Denny Avdia, Isaac Okoro, Devin Vassell, Jaden McDaniels et Onyeka Okongwu, et un 5 de rookie. Et effectivement, j'étais passé à côté. Mais du coup, là, les 2 dernières QV, les mecs, ce sont quand même 2 QV qui... On a des mecs qui savent défendre. Ouais, le 5 de Complètement. rookie, je vais juste le donner à l'oral pour que tout le monde l'ait. Ayo Dosunmu, Davion Mitchell, Herb Jones, Scotty Barnes et Evan Mobley. Clairement, on a des jeunes qui sont super intéressants défensivement et qu'il faut vraiment suivre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut déjà faire des 5 comme ça avec eux sans que ça pose vraiment problème ou qui, en tout cas, qui ne sont pas à remettre en question de ce point de vue-là du terrain. Ça, Ouais, on a le 5 majeur Hipster 3000. Moi, c'est celui que je préfère. Ah, alors attends que je l'affiche. Bim. D'Anthony Melton, Royce O'Neal, Matisse Thybulle, Jonathan Isaac, Maxi Kleber. C'est le 5 des chiens de la casse, je pense qu'on peut le dire poliment. je pense C'est qu'on peut dire long, ça comme ça, ouais. c'est long, c'est agressif. C'est un poison pour le porteur de ballon. Bon, ça manque de rebond, ça manque un peu, même ça manque même de taille en fait. Ça a une grosse envergure, mais ça manque de taille. Mais par contre, c'est un 5 qui est très sympa. Et je pense que par contre, je pense qu'il est pas bon d'être porteur de ballon quand tu as ce genre de 5 en face de toi.
Et le dernier, je vous le laisse parce que pour moi, c'est le plus beau. Ah oui, bah c'est Quentin qui a compulsé donc vos choix les plus, non pas les plus loufoques, mais ceux qu'on retrouvait le moins. Et ça nous donne un 5 composé de Davion Mitchell, qui a été mentionné à 9 reprises. Isaac Okoro pour l'accompagner avec 4 mentions. Le fameux Herb Jones que tout le chat réclamait avec 6 voix au poste d'ailier. Jaren Jackson Jr. dont on a parlé tout à l'heure avec 3 voix au poste d'ailier fort. Et Maxi Kleber, le fameux, qui a été mentionné une fois par la communauté et qu'on retrouve donc dans mon 5 également. Messieurs, Exactement. juste avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres 5, vous, qui vous ont un petit peu marqué ou que vous avez apprécié? Oui, il Bah, faut absolument que je montre, excuse-moi Cam, il faut vas-y, absolument vas-y. que je montre le 5. Je l'avais promis. Et a raison, le 5 que tout le chat réclamait, euh, surtout moi, c'est le chat avec Nikola Jokic, mesdames et messieurs. C'est Kyo qui est là, je crois, qui nous l'a proposé le 5 avec Jokic, qui a hésité avec Adebayo, mais qui a finalement mis Jokic sans subir aucune pression de notre part, je tiens à le dire, avec Drew Holiday, Michael Bridges, Kawhi Leonard, Ben Simmons et Nikola Jokic. Et je voulais le citer juste pour dire que effectivement Nikola Jokic est viable, même s'il a eu qu'une seule mention, et on pense pas tout de suite à lui, mais il est vraiment viable défensivement à l'heure actuelle, puisque et alors il a pas un athlétisme incroyable, mais en termes de timing, de placement, il est énorme sur les ballons déviés. C'est le seul pivot dans le top 10 de la ligue au ballon dévié. Jokic, le sweeper, nous dit Tom, et c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu tout à l'heure, je ne voulais pas spoiler cette partie-là du live. C'est vraiment en fait une option à penser potentiellement défensivement, parce que c'est quelqu'un qui va dans la peinture énormément disrupter les lignes de passe, qui va venir contrer, mais de manière en timing. Pensez à Marc Gasol aussi à l'ancienne. Alors il est peut-être un petit peu moins bon sur l'homme, sans être pour autant mauvais, il est plus que correct. Néanmoins, voilà, un petit peu moins bon que Marc Gasol, ses plus belles années, mais qui dans le placement, dans la science du placement, etc., est tout simplement excellent. Et puis ça gobe des rebonds, nous dit Kyo, a raison. Donc merci à toi pour ce 5 que je voulais absolument montrer. Messieurs, en guise d'ouverture, je voulais vous poser une dernière question avant de terminer définitivement. Si je vous dis Luka Doncic, Duncan Robinson, Anthony Edwards, Michael Porter Jr. et Nikola Jokic, c'est-à-dire les joueurs qui avaient été le plus mentionnés il y a un mois lors de notre premier épisode, est-ce que cette équipe composée de 5 joueurs excellents offensivement parviendrait à scorer avec efficacité face à vos 5 majeurs? Offensive, ce qui me fait peur, c'est Jokic, en fait, parce que comme je l'ai dit avant ça, la faiblesse de ma défense, en fait, c'est le fait d'avoir un big man, en fait, qui puisse créer de l'espace, en fait, de la séparation et faire de la bonne passe. C'est tout Jokic sur lui-même. En plus, vu qu'il a un shoot à 3 points et à longue distance qui est fiable, du coup, il te force, du coup, à complètement revoir ton système de jeu. Donc, ouais, donc clairement, moi, il y a quand même un scénario où, entre Doncic, qui est compliqué à tenir sur l'homme, même si tu lui mets du Ben Simmons, et Jokic, qui a besoin d'une attention complète, c'est très, très, très compliqué de vigiler ces autres-là. Autant les 3 autres, il n'y a aucun souci. Je pense que ce soit MPJ, Robinson ou Edwards, mais ne serait-ce que les deux, ouais, c'est compliqué, quoi. Très, très compliqué pour rester poli. Moi, il y a deux choses. C'est que je pense que Draymond Green est le pire match-up pour Nikola Jokic. Autant par son QI, de la façon dont il pose les aides, etc. Et sur l'homme, parce qu'il le joue très bien. C'est un des défenseurs qui, je trouve, joue le mieux Nikola Jokic de toute la ligue en 1 contre 1. Donc c'est un truc qui, donc, pour mon 5 défensif, est intéressant d'avoir Jokic. Et après, il y a quand même ce edge potentiel de Jokic qui est incroyablement bon pour justement anticiper les aides et du coup les voir avant que la défense les fasse ou quoi. Donc c'est vraiment un duel Jokic-Draymond pour moi en fait dans le style. Après, avec Luka, j'aurais vraiment du mal à le dire. Après, l'idée, c'est peut-être pas de dire qui serait vainqueur, parce que c'est un peu bête dans le sens où notre 5, défensivement, on peut pas forcément faire grand-chose. D'ailleurs, si vous regardez le mien, j'ai aucun shooter. Vraiment. Enfin, Bam et Mobley peuvent un peu shooter.
mais en réalité, c'est presque peut-être les meilleurs shooters de mon 5. Très certainement, ouais. Parce que Tybalt, Draymond et Ben Simmons, bon, bah voilà, ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que l'attaque pourrait mettre des chiffres au-dessus de la moyenne de la ligue face à ce 5-là? Moi, je pense que oui. Je pense que offensivement, ça pourrait marcher. Parce que Luka Doncic, je pense, pourrait faire la balance dans le sens où vraiment et Luka Doncic et Nikola Jokic, il y a un QI qui est assez supérieur pour réellement trouver la faille ou les failles potentielles et appuyer dessus. Maintenant, il y a quand même cette Luka Doncic, Nikola Jokic. Est-ce que c'est bien viable ensemble? Est-ce que c'est parfaitement optimisé? Pas sûr. Mais maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi beaucoup de shooting à 3 points et si la démarcation, il y a peut-être que Ty Bull qui est réellement spécialiste dans mon 5 à ce niveau-là, parce que Ben Simmons est plus sur le point of attack, je trouve. Et donc, du coup, je me dis que Duncan Robinson et Michael Porter Jr., c'est peut-être un shooter élite de trop à gérer. Donc, je dirais quand même que l'offense pourrait marquer de manière un peu supérieure à la moyenne. Mais en tout cas, ce serait quand même largement limité parce qu'elle. Alors, par rapport à sa moyenne à elle intrinsèquement, si on la prend comme ça. Voilà. Oui, moi je vous rejoins clairement. Je pense que de toute façon, l'attaque a toujours un coup d'avance puisque c'est elle qui décide ce qu'elle va faire. Et je pense que quand il y a de tels joueurs comme ça dans une seule et même équipe, elle parvient toujours à trouver la faille à un moment ou à un autre. Mais effectivement, ce ne sera pas une partie de plaisir pour eux non plus. Et on signe tous les jours pour voir ce match-là. On signe tous les jours pour voir ce match-là, évidemment. Mais moi, je signe tous les jours pour voir Luka Doncic et Nikola Jokic au Dallas Mavericks, bien évidemment. Non, pas du tout, non. Avant que vous nous quittiez dans le chat, nous avons encore juste une ou deux annonces à faire. La première, c'est qu'on va vous faire participer pour le prochain sujet des Five Live. Alors, on vous donne pas de date, mais on vous donne 3 sujets. Et Clément va lancer un sondage sur notre page Twitter. Puisqu'on vous a présélectionné 3 thèmes et c'est à vous de choisir celui qu'on traitera. Alors le premier thème, c'est le thème des two-way players, donc les joueurs, un 5 uniquement composé de joueurs qui peuvent jouer des deux côtés du terrain. Le second, c'est le cheat code 5, c'est-à-dire un petit peu un 5 à la Warriors 2017 avec 2 MVP, 2 All-Stars. Et le troisième, c'est un role player 5, c'est-à-dire un 5 majeur composé uniquement de role players. Donc Clément va vous envoyer le sondage sur Twitter de manière immédiate, je pense. On a un live Twitch qui porte sur le sujet du MVP qu'on a lancé avec Alex de Trash Talk il y a une semaine ou 2 semaines, je ne me souviens plus bien. On vous donne rendez-vous le 17 mars avec Bastien de Trash Talk. On va également parler du sujet. Et ça va être une série de 5 ou de... Voilà, le 17 mars, notez ça bien. Ce sera une série avec 5 ou 6 épisodes. On a les podcasts. QI Basket s'est mis au podcast. On a le podcast Le Magnéto qui retrace un petit peu l'histoire de certains joueurs. On en est au 3e épisode. Voilà, vous pouvez retrouver ça un vendredi sur 2 sur l'ensemble des plateformes. Il y a Valentin qui va lancer, on l'espère, son podcast sur les What If qui promet d'être... Mais en quelle année? Valentin est très taquin, mais je ne souhaite pas le taquiner. Et enfin, évidemment, nos articles sur notre site internet que vous pouvez retrouver, bien évidemment. N'oubliez pas aussi que QI Basket recrute. QI Basket recrute non seulement des rédacteurs, donc si vous aimez écrire et le basketball, les portes sont grandes ouvertes. QI Basket recrute aussi des graphistes, que ce soit pour la vidéo ou pour les illustrations d'articles. QI Basket recrute à la vidéo également parce que bientôt Clément a un contrat de travail à temps plein. Et QI Basket recrute également et enfin un community manager. Donc si vous vous sentez de créer une ligne éditoriale avec nous, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre adresse mail que je serais bien en peine de vous rappeler maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un l'a sous la main. QIBasket@gmail.com. Voilà, très très simplement, ou sur notre compte Twitter, par Messenger, enfin le moyen qui vous conviendra le mieux. Mais voilà, les portes sont ouvertes, nous rigolons bien, et voilà, nous sommes en train de nous étendre, donc on vous attend. Venez. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Et tu vois, on est dans le timing, il est 19h03. On est parfait. De toute façon, la NBA ne commence jamais à l'heure, donc... Voilà, C'est ça. exactement.
Voilà, donc messieurs, je vous Peut-être souhaite une bonne soirée. un dernier mot, moi je voulais dire encore merci Oui. à Quentin pour avoir posté Évidemment. toutes les stats, etc. Merci beaucoup, Quentin. Si on a le temps, on fera peut-être un résumé de ce live et autres dans un article avec, on espère peut-être réussir à avoir le temps de faire des visuels avec les statistiques, etc. Mais grand merci à Quentin parce qu'il a eu beaucoup de taf avec toutes les propositions de 5 qu'il a eu à traiter, donc grand merci à lui. Envoyez-lui de la force et du love sur Twitter parce que s'il y a eu tout ça, c'est grâce à lui. Et merci à vous pour toutes vos propositions. On espère que le prochain Five Live vous motivera tout autant. Et voilà, merci Cam, merci à toi Vincent. Très belle présentation, première à la présentation. Merci beaucoup. Écoutez les gars, Sur bonne Quiz soirée. Basket. Ciao tout le monde, bon match. Ciao les gars.